soirée, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, Jean-Jacques ? Nous sommes au Mamel aujourd'hui et on est avec le collectif Maki Électronique et nous allons un peu plus ou moins, ce sera une soirée entre les DJ et aussi on va faire aussi des petites interviews avec quelques acteurs un peu du collectif et des gens aussi de la musique urbaine un peu plus ou moins. Il se passe plein de choses à Dakar, il se passe plein de choses à Abidjan, il se passe plein de choses de manière générale en Afrique. Je pense que tout le monde ne le voit pas forcément. Aujourd'hui, on a décidé de s'associer avec un label qu'on aime beaucoup, un collectif, qui a un festival en Côte d'Ivoire et qui maintenant s'est implanté ici à Dakar. Donc on est sur un toit, il y a des gens qui sont derrière nous, on ne les voit pas encore. Je pense qu'ils sont un peu intimidés par le côté micro et tout ça. Il y a des DJ qui vont arriver derrière. Donc on va alterner entre musique et on va recevoir pas mal de gens de différents horizons, hein, et des gens très intéressants, des DJ, même parfois des gens qui ont des instituts un peu particuliers ici. On va essayer de plus ou moins un peu voir un peu les acteurs culturels un peu de Dakar ici qui permettent à faire un peu vivre un peu l'événementiel culturel ici. Parce qu'il y a plein de choses qui se passent ici. Ici, ça bouge. Ouais. Les gens se rendent peut-être pas compte à quel point Dakar... Tu disais mini New York, c'est ça ? C'est un peu un mini New York parce qu'il y a beaucoup de nationalités et comme Dakar c'est pas très grand, il y a un peu un esprit de communauté un peu plus ou moins très développé ici. Donc, ce qui fait qu'il y a beaucoup de communautés que tu peux rencontrer, des communautés burkinabés, des communautés immigrés aussi occidentaux, des Camerounais. Il y a des vers qui s'envolent, il y a le vent qui arrive, le ngelo comme on dit en Wolof. Donc là t'es comment ? On va recevoir des gens, moi j'avoue, j'étais stressé, mais là dès qu'on a lancé le rec, je suis beaucoup plus détendu. Je sens que la soirée va être cool. Vous allez avoir un magnifique coucher de soleil. Je ne sais pas si on le voit plus ou moins bien. Sachez qu'il y a 2 caméras. Il y a Moa qui est là ce soir. On lui fait un gros big up qui est juste derrière. Il y a une régie vidéo et tout. On a des moyens, même si on n'a pas encore vraiment de spectateurs. Ce n'est pas grave. C'est l'adversité chez Domolag. En tout cas, aujourd'hui, vous allez voir vraiment beaucoup de gens différents. On va avoir plein de discussions. Voilà, ça va être très cool, globalement. Non, ça va être très cool. On va essayer de développer un peu beaucoup ça. Et je pense que ça va un peu être tiré en longueur en espérant qu'il n'y ait pas trop de gens en état d'ébriété un peu. Parce que c'est vraiment dans ce genre de ça. Pour l'instant, moi, je vois que ça tourne surtout au jus de bissap. Voilà. Ça a l'air d'aller. En tout cas, il y a beaucoup plus de bière que de bissap là-bas. Ouais, mais c'est parce que les gens ont bu tout le bissap. Ah, les gens ont bu tout. Ouais, c'est ça aussi Dakar, c'est des soirées où on ne boit pas trop d'alcool, ce qui est peut-être bien. Mais les gens, c'est qu'ils sont un peu intimidés par les caméras, mais il y a beaucoup de gens que je commence à voir derrière là. Ouais, ça commence. Ça commence à venir et tout. Et comme c'est un peu aussi très nouveau, un peu ce que vous voyez là et tout, c'est un peu. Donc, ouais. Non mais tout ça pour dire, on va alterner entre Jean-Jacques et moi, on va recevoir des gens différents qu'on a plus ou moins ciblés. Donc il y aura 10 minutes de talk show. Et 10 minutes à chaque fois où on va être avec le ou la DJ qui va jouer des sons un peu... afro-électro en fait. Voilà, on est là pour parler de musique électronique. Globalement, c'est beaucoup de gens de la musique électronique qui sont là aujourd'hui. Oui. Donc ça va être un des thèmes parce que sachez qu'il se passe des choses aussi là-dedans en Afrique, comme dans le reste du monde. Donc voilà, je sais pas, t'as un dernier mot à rajouter avant que... Non, je pense que la soirée va bien se passer et tout. Et il y aura un bon travail d'échange. Et on va découvrir beaucoup de choses et surtout aussi vraiment mettre en avant un peu les gens qui participent un peu à l'émergence un peu de la musique électronique ici à Dakar et tout. Donc ça va être très là on va pouvoir lancer, ouais. Tu peux y aller. Allez, donc on va lancer avec le nouveau, c'est DJ qui là encore? DJ Shaban. J'ai plus le nom exact. Attends, on va checker le nom. Parce qu'on veut pas massacrer son nom là. Chabella, qui nous vient droit d'Abidjan. Enfin, qui vit maintenant ici, je crois, mais qui a fait beaucoup de choses en Côte d'Ivoire et pas que. Elle nous revient tout juste de Bogota. Elle était en Colombie il n'y a pas longtemps. Donc on aura le temps de parler de tout ça. De toute façon, on va évidemment la recevoir. Et puis voilà, on va vous laisser avec un peu de musique. Je ne sais pas s'il y a des gens. En tout cas, sachez que toutes les 10 minutes, on va recevoir des gens. Ça va parler. Qu'est-ce qu'il y a? Non, parce que je sais pas. Ah, il y a un petit arrêt de musique. Non, ça va arriver. Écoute ça. Okay. Donc c'est bon, on vous laisse. C'était quoi? DJ. Non, c'est pas ça. C'est dans 5 minutes, je reviens avec Camille. Ok, magnifique. Ok, c'est bon, on vous laisse. À tout de suite. Restez là, il va se passer beaucoup de choses.
Ok, j'active le micro, c'est bon. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends bien? Ouais, je t'entends bien. Ouais, faut parler un tout petit peu plus près du micro. Et Comme ça. Ouais, exactement. Tac, je fais juste attention à ça. Camille, qui es-tu? Est-ce que tu peux te présenter rapidement? Où est-ce qu'on est? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ou ce soir? Alors, je suis Camille Sec, ça fait une dizaine d'années que j'habite à Dakar et ça fait à peu près 8 ans que d'une manière ou d'une autre, j'œuvre sur le développement des musiques électroniques d'abord à Dakar et de manière plus large pour créer des ponts, etc. Sur les différents collectifs de musique électronique en Afrique de l'Ouest et ailleurs. Parce qu'il se passe des choses ici en termes de musique électronique, c'est ça que tu me dis? Oui, il se passe des choses. Bah, déjà, on a des artistes assez précurseurs sur la scène. Il y a à commencer par Ibakou. Nous, on produit aussi Giz Giz Boubès, qui est un groupe qui représente le Sénégal à travers des musiques électroniques un peu partout dans le monde. Et après, il y a les collectifs de soirée, il y a Electrafrique, sur lequel j'ai travaillé pendant 8 ans. Electrafrique était un collectif de soirée avec musique un qui peu... est toujours, qui a été repris par les DJ, qui est un collectif de soirée. Après, on a vu des nouveaux collectifs émerger sur la scène. Je pense notamment à Sobou, à Doucement, King Mousse aussi d'une certaine manière, avec de la base. Il y a certaines... Et moi j'ai envie de comprendre parce que donc ici on est à Dakar, on est sur un toit à Dakar, non loin du monument de la Renaissance. Exactement. On va voir un magnifique coucher de soleil. Et aujourd'hui, maquis électronique, pour moi, maquis c'est ivoirien. Pourquoi maquis électronique? Il y a un pont qui se fait entre Dakar et Abidjan sur ces musiques-là? Voilà, exactement. Donc déjà aujourd'hui, on est sur le rooftop de l'association Cani. Donc c'est l'asso qu'on a créé avec des Sénégalais de la Médina il y a une dizaine d'années à Dakar, qui a porté énormément d'initiatives électroniques, mais pas que, qui porte aussi des initiatives de patrimoine notamment. Et le maquis électronique, c'est un collectif qui est né à Abidjan, dont Chabella, qui est en train de mixer maintenant, porte. Qu'on voit juste derrière, hein, voilà, qu'elle porte, que je connais depuis quelques années. Et en fait, je suis allée à Abidjan pour la petite histoire. J'arrive à Abidjan l'année dernière pour le Massa, le marché des arts du spectacle. C'était ta première fois en Côte d'Ivoire? Non, mais je vais chez une amie et c'est Chabella qui m'ouvre la porte de chez mon amie avec un t-shirt Electrafrique. Ah ouais? Et c'était pas prévu du tout? C'était pas prévu du tout et c'est comme ça qu'on a bien connecté avec Chabella. Il y a aussi Dom, Peter, qui a le label Blanc Manioc à Lyon, qui fait beaucoup sur les musiques électroniques africaines et qui est sur le maquis électronique à Abidjan. Ils ont créé ça ensemble et l'idée c'est vraiment d'emmener le maquis électronique à Dakar, de créer ce pont entre Dakar et Abidjan. Donc à Abidjan, eux, ils essayent de développer les musiques électroniques parce que sur Abidjan, il y a une... Pour moi, Côte d'Ivoire, il y a la culture urbaine hyper développée, voilà, peut-être un peu plus. Il y a la culture urbaine, il y a la culture zouglou, il y a énormément de choses exactement, qui rendent difficile leur existence. Donc pour eux, Dakar, c'est un peu le spot d'Afrique de l'Ouest des musiques électroniques. Et moi, je trouve que c'est aussi intéressant d'emmener cette vibe de Côte d'Ivoire à Dakar, qu'on retrouve un peu moins dans les soirées, quoi. Et inversement, est-ce qu'il y a des soirées un peu avec vibe sénégalaise là-bas? Comment le pont se fait? Alors, comme ça le dernier festival du maquis à Abidjan l'année dernière notamment, il y a eu Maka, donc DJ Miss Mac d'Electrafrique qui a été invité. Donc l'idée c'est vraiment ça, c'est de pouvoir inviter des DJ. Alors après c'est des questions de subvention, de mobilité, etc. Mais c'est vraiment ça l'idée. Et là il y a une deuxième édition du festival à Abidjan qui se prépare sur décembre ou janvier. Et l'idée pareil c'est d'aller inviter un ou une DJ de Dakar jouer. Et parce que quand on dit musique électronique, on dirait qu'on parle de niche, mais en fait aujourd'hui la musique électronique, on est d'accord, elle est partout. Parce que parfois on associe juste ça à vraiment le côté électro, minimal, etc. Mais toi aujourd'hui, dans la bataille culturelle dans laquelle tu t'engages, tu défends aussi le rap, tu défends tout ça est un peu mélangé finalement, c'est pas que juste un truc de niche.
c'est pas que juste un truc de niche, mais après, si on prend le terme au stricto sensu, à partir du moment où tu fais de la production, de la musique assistée par ordinateur, tu rentres dans les musiques électroniques. Et aujourd'hui, tout le monde fait ça. Par définition. Après, ce qu'on entend par musique électronique, c'est quand même un certain mouvement, des certains rythmes, comme l'amapiano en Afrique du Sud, qui sont des courants électroniques qui aujourd'hui s'imposent sur les scènes africaines et internationales. Mais en fait, ce que je me rends compte aussi dans mon combat culturel, c'est qu'on a une perception des musiques électroniques qui est très limitée, en Afrique de l'Ouest particulièrement. Musique électronique égale techno égale musique de blanc. C'est un peu ça, j'allais y venir. Ce qui n'est pas du tout vrai en vrai, donc je pense que l'histoire... toi, tu la connais peut-être. Moi, en tout cas, on en connaît. Tu parles de Détroit, que même à Détroit, ça parlait de Détroit, des hangars de Détroit, de communautés noires qui avaient envie d'exister, de produire, de s'affirmer. Si on va en Afrique du Sud, c'est pareil. L'Afro House est né des communautés noires qui voulaient exister dans cette culture club. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il y a une vraie histoire pas à réécrire, mais à redire pour justement changer les perceptions. Et je finirai aussi sur un aspect important dans les musiques électroniques qui pour moi aussi qu'on ne va pas forcément retrouver dans le rap par exemple, c'est que ça reste un vecteur de protection de patrimoine et qui l'inscrit dans des esthétiques modernes. Parce que dans les musiques électro, on va beaucoup voir de samples, beaucoup d'instruments traditionnels. Et c'est une manière aussi de continuer de les faire vivre, de faire connaître des rythmes, de faire connaître des instruments au-delà de leurs frontières et de les inscrire dans le monde contemporain, entre guillemets. Donc pour toi, la tradition peut aussi passer dans le numérique, en gros, si j'entends. Bien sûr. Et de toute façon, un patrimoine, pour qu'il continue d'exister, il doit évoluer. Mais est-ce que parfois il n'y a pas des gens qui se braquent quand tu dis ça ? Bien sûr, il y aura toujours des puristes et si on prend quelqu'un comme le chanteur de Giz Giz Boubès, Marasek, il est très bien capable de jouer un rythme traditionnel de sabar très ancré, très traditionnel et aller jouer du sabar dans des musiques électroniques. Donc je pense que l'un n'empêche pas l'autre, mais ça permet aussi de les développer et de les maintenir en vie aussi. De la même manière que si tu prends le sabar, le ballard, tu penses à Youssou N'Dour, il utilise comme n'importe qui la musique électronique. Enfin, en fait, maintenant, aujourd'hui, c'est vrai que c'est le cas de tout le monde, quoi. C'est pas... Bien sûr. Et là, toi, ça se manifeste comment ton engagement dans cette bataille-là ? Tu accompagnes aussi des artistes, tu organises beaucoup de choses. C'est vraiment comment ça se manifeste ? Ça se manifeste, oui, c'est de l'accompagnement d'artistes. Bon, on a produit Giz Giz Boubès, on continue d'accompagner ce groupe. Aujourd'hui, on le développe sur l'Amérique du Sud. Parce que là aussi, je vois que le lien se fait et qu'il se passe aussi une mouvance là-bas. Exactement. Donc on continue de créer des ponts. Moi, j'ai porté le collectif Electrafrique, j'ai porté pas toute seule, mais l'association Cani a porté le collectif pendant 8 ans. Aujourd'hui, c'est les DJ qui ont repris. D'ailleurs, je me disais ça il n'y a pas très longtemps, qu'il faudrait que quand même j'écrive le nombre d'artistes que j'ai fait voyager avec les musiques électroniques dans le continent et ailleurs. J'ai participé aux premières tournées africaines d'Ibaku. Là, il y a Omzo qui revient avec DJ Mismac du Moga Festival à Essaouira. C'est un projet qu'on a monté de toutes pièces avec une association marocaine qui s'appelle 4S, où ils sont partis en résidence, où ils ont pu jouer pendant le Moga Festival, dans les off à la Scala d'Essaouira. Ils ont joué à l'Institut français de Casablanca. Donc c'est ce genre d'action-là que l'on fait et qu'on continue de faire en permanence. Et moi, je trouve ça chouette parce qu'on parle tout le temps de l'Afrique anglophone, sur la musique électronique et tout ça. Et c'est vrai peut-être que les gens ne voient pas assez qu'il se passe. Ça bouge aussi. Et à un moment, on est tout le temps là à dire l'Afrique anglophone, c'est là que tout se passe. Et non, il se passe aussi des choses et c'est important d'avoir une multitude de gens, dont toi, qui sont là pour essayer d'accompagner ce genre de bataille. Nous, moi, je trouve ça très très cool. Qu'est-ce qui t'a motivé aujourd'hui à co-organiser, nous inviter et faire cet événement-là comme ça sur un toit en plein Dakar Ce qui m'a motivé en fait, c'est justement déjà que de faire partager, de créer un moment de connexion autour de ces musiques-là, de pouvoir en parler, parce qu'en fait on nous retrouve souvent après minuit dans une soirée avec des boules à facettes et on a peu l'occasion, on a peu d'espace en fait pour en parler et de parler de ce qu'on fait, de cette scène-là qui existe, qui tourne au-delà même du continent. Et je trouvais ça important de rassembler les gens. Il y a différentes personnes qui doivent arriver, des personnes des cultures urbaines, des personnes de différentes disciplines culturelles. Et je trouve ça important de se rassembler autour de ces musiques-là. Donc créer des écosystèmes et des ponts, y compris parmi les gens, qu'ils soient photographes aussi, tout ça. Bref, il y a toute une avant-garde ici, un peu artistique à Dakar. Et aujourd'hui, tu décides de réunir tout le monde
en nous invitant. Nous aussi, c'est une chance pour nous de faire ça. On est trop contents, quoi. C'est carrément le genre de truc qu'on veut faire. Et vu qu'on est dans la même mouvance et tout ça, voilà, c'est une super occasion aussi de mettre ça. On va voir s'il y aura des gens sur le live. Je vois quelques commentaires ici. En tout cas, merci. Merci et puis, Thomas, merci à toute l'équipe de Domoulag. On est là, Maki Électronique, Domoulag, Kanye Urbain, il y a tout le monde. On est de retour sur Domoulag avec encore un nouvel invité là. Approche-toi un peu du micro. De truc là, Omzo qui est un DJ très influent et c'est un peu sur la scène électronique. Bonsoir Omzo, comment tu vas? Oui, ça va, je vais bien. Attends, avance un peu ton micro. Allô, c'est bon comme ça? Ouais, là tu m'entends. Oui, ça va, ça Est-ce va. que toi tu m'entends bien là? Oui, je t'entends bien. Des trucs là-bas. Omzo qui est un DJ aussi très important et généralement qui fait, comme vous avez vu avec la dame qui est passée avant qui s'appelait Kamisek, généralement il est aussi un des DJ très phares un peu de la scène un peu électronique ici et aussi quelqu'un aussi qui est généralement aussi dans le collectif Maki Électronique, c'est ça? Moi je suis sur Electrafric, mais c'est la famille. C'est la famille électronique, Electrafric, c'est la famille. Mais si tu peux un peu me raconter un peu ton parcours, comment tu as pu un peu, qu'est-ce qui t'a amené un peu à faire un peu en termes de DJ et de t'intéresser un peu plus ou moins à la musique électronique ici en gros? Bon, avant tout, j'étais DJ comme dans les quartiers. D'accord. J'ai commencé là-bas. Et tu es de quel quartier encore? Je suis de banlieue de Dakar, à Guédiawaye. À Guédiawaye, d'accord. C'est un peu loin d'ici, mais d'accord. Bon. Donc j'ai commencé à mixer les soirées du quartier, tu vois un peu, puis les foyers. Et c'est là que j'ai connu quelqu'un, un homme qui s'appelle Leuz, qui est très connu aussi. Oui, DJ Leuz aussi. DJ Leuz Zarak. C'est un peu comme mon frère, c'est mon grand frère, je peux dire. Donc c'est là que je l'ai connu, il a commencé à mixer Electrafric. Moi tout le temps j'étais là, j'étais en train d'écouter. Et c'est là que je pense que j'ai embrassé la musique avec le... Ah ouais. On m'entend. Ah ouais. Ok, vas-y. Ok, je pense que c'est là-bas que j'ai embrassé la musique parce qu'il y avait la présence aussi de Cortega. D'accord. Et pas mal les DJ internationaux qu'on invitait à Electrafric, c'est là que j'ai commencé. Et en 2020, Electrafric a lancé un DJ Contest. Ah, un DJ Contest. Un DJ Contest parce qu'il y avait une présélection. Il y avait Cortega, même l'homme qui a initié Electrafric. Il ne savait pas que je mixais, mais tout le temps j'étais là. C'est moi qui rangeait les matos, tu vois un peu, qui faisait des trucs. Je me souviens un peu, tu étais un peu sur les trucs là-bas et au fur et à mesure, tu as pris le truc là-bas. Mais avant ça, je savais mixer déjà. D'accord. Mais j'étais pas sur la musique électronique. Ah. Donc là, quand Electrafric a lancé le DJ Contest, sur les présélections, tu envoies des mix. Cortega a reçu un nom de Omzo. Parce que moi, mon vrai nom, comme au Sénégal, les noms, les Omar, c'est des Omzo. C'est ça qu'on définit les surnoms. Tous les Omar, leur surnom, c'est Omzo ici. D'accord. Donc lui, comme j'avais écrit Omzo, il ne savait pas que c'est moi. Et il a allé dire que j'ai connu un jeune qui s'appelle Omzo, il est bien. D'accord. Leuz l'a rencontré que c'est lui qui est avec tout le temps moi. D'accord. C'est là qu'il savait que je suis DJ et là je suis participé. On m'a pris pour la présélection et je suis allé directement au final avec, je pense, il y avait 4 DJ et finalement j'ai gagné le DJ Contest. Tu as gagné le DJ Contest et c'est ça qui a permis maintenant que tu sois un peu dans la sphère un peu... c'est depuis 2020 jusqu'à là, c'est là que j'ai commencé. Voilà. D'accord. Comme on dit
en Wolof Ndank, mais bon. Mais tu reviens d'un voyage de Bogota, non? C'est ça un peu? De Maroc pour le festival Moga. Le festival Moga. Le festival Moga, c'est exactement quoi? Qu'est-ce qui se passe généralement dans le festival Moga? Bon, le festival Moga, je peux dire que ça fait partie d'un des plus grands festivals de l'Afrique de l'Ouest, c'est la musique électronique. Donc, ça se passe à Maroc, et c'est une ville qui s'appelle Achaïra. D'accord. Donc il y a 4 plateaux de grandes scènes que tous les DJ mixent en même temps. Il y a 300 DJ bookés. Donc c'est pendant 72 heures musique électronique. Musique électronique et autres. Ouais. Et tu as apprécié un peu le séjour un peu là-bas? Tu as pu un peu faire des rencontres un peu par rapport à des échanges un peu? Quelle est la différence un peu de la musique électronique un peu qui est au Maroc par rapport à ici un peu à Dakar et autres et tout? Bon, j'étais tellement content d'être là. D'abord, je les salue en passage la 4S qui fait un peu comme ce que Electrafric fait ici à Dakar. D'accord. Donc, on a fait là-bas une résidence avec des artistes marocains. Et on a sorti 5 morceaux. Et à la fin de la résidence, on devait faire une restitution de présenter ce qu'on a fait sur la résidence. Mais c'était tellement cool. Les gens ont aimé. Et ça, il faisait partie de l'offre de Moga. Parce qu'il y avait des offres. Je n'ai pas mixé sur le Moga, mais il y avait des offres. Donc c'est les offres que j'ai fait. Voilà. Ah, les offres et autres et tout. Ouais. Et qu'est-ce que tu penses un peu de la scène un peu musicale, électronique africaine et peut-être même aussi plus particulièrement un peu au Sénégal? Comment elle se développe? Est-ce qu'il y a encore peut-être comment on appelle un peu, tu as peut-être encore on pourrait un peu arranger un peu la situation un peu différemment. Comment tu vois un peu la scène musicale électronique un peu ici à Dakar? Bon, je peux dire que plus ou moins parce qu'il y a des manquements pour dire vrai. D'accord. Exemple, il n'y a pas beaucoup de DJ au Sénégal qui fait la musique électronique. Ah, il n'y en a pas encore beaucoup pour toi à ton avis? Ça reste. Ça reste par rapport comme le Maroc d'où je viens. Tout le monde, il y a beaucoup de DJ qui est sur la musique électronique. Donc il y a des manquements. Je peux dire aussi les collectifs aussi. Il n'y a pas beaucoup de collectifs. D'accord. Il n'y a pas de formation. D'accord. Et aussi, le truc que je veux souligner aussi, la mobilité pour les artistes. Comment ça, la mobilité un peu? Exemple, ce qui nous permet d'être à Maroc. Ah, d'accord. De pouvoir se déplacer. De pouvoir se communiquer, de pouvoir s'échanger. Parce que si tu vas à Maroc, ils ont des instruments que nous n'avons pas. Donc, une fois qu'on puisse avoir la mobilité et de s'échanger, de faire des festivals, je pense que c'est quelque chose qui sera bien pour le Sénégal aussi, de découvrir autre scène musicale sur la scène. Ah, d'accord. Sur la musique électronique. C'est vrai que mis à part un peu toi Omzo, Dijon, Leuze, quelques que je connais un peu ici, je connais pas beaucoup vraiment de DJ qui font un peu de la musique électronique ici. Vous êtes un peu, je dirais un peu les pionniers un peu de ça un peu, parce que généralement c'est souvent des DJ étrangers qui on voit faire un peu la musique électronique ici. Je trouve un peu que c'est intéressant un peu parce que souvent on pense que la musique électronique c'est un truc européen un peu, alors que quand tu connais un peu dans son essence, un peu dans sa manière un peu, c'est aussi quelque chose qui vient un peu de la culture noire, la culture afro-américaine, Détroit, Chicago et tout, c'est ce qui est un peu intéressant. Et qu'est-ce que je voulais encore dire par là un peu? Est-ce que tu voudrais pas aussi entrer un peu plus ou moins dans la formation un peu de jeunes DJ un peu, ici un peu, à l'avenir un peu? Ça t'intéresserait pas un peu ce truc-là? Bien sûr, parce que je connais pas mal de jeunes qui veulent faire ça. Par exemple, comme je disais tout à l'heure, il y a des manquements, exemple les formations, comme tu l'as bien cité. Il y a manquement aussi des collectifs, comme exemple l'Electrafric, le Kani ou je ne sais pas, ou le Maki. Il n'y a pas plusieurs à Dakar, exemple. D'accord. Voilà. Parce que si je comprends bien, d'habitude les structures qui sont là, qui font la musique électronique, d'habitude ils ont des résidents. Ils ne sont pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de résidents sur les... Exemple, à Electrafric, si on veut booker
un artiste sénégalais, c'est tout à fait un problème parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Ah. Non, mais c'est un peu le défi un peu que vous appelez, parce que comme vous mettez un peu une première pierre par rapport à ça, et je dirais qu'il y a beaucoup de choses qui pourront un peu avancer un peu et autres et tout là. Mais est-ce que tu veux aussi te lancer à faire un peu des albums de musique ici? Bon, là, je peux dire que je suis un artiste DJ et producteur. Là, je ne peux pas aller faire directement un album, mais je pense... Pourquoi tu ne peux pas encore directement faire un album un peu? Je pense un EP d'abord. Ouais, pourquoi de pouvoir tout le monde me connaître peu à peu, parce qu'au Sénégal on ne me présente plus, mais le Sénégal seulement ça ne suffit pas. Ah, et ce que j'aime beaucoup aussi dans la façon dont vous faites la musique électronique, toi et Leuz et tout, c'est que vous mixez un peu avec les musiques de Saba. Pour ceux qui ne savent pas, les musiques de Saba, c'est des trucs un peu du Sénégal ici, et vous mixez un peu entre la musique électronique et les musiques de Saba un peu. D'habitude ça, je peux dire que c'est notre style. Nous, tout ce qu'on essaye de faire, c'est de prendre les instruments qu'on a ici au Sénégal traditionnels, que ce soit le sabar, le djembé, le khalam, le kora, le blafon, pour essayer de créer quelque chose qui est unique ou quelque chose qui est un peu différent de ce qu'on entendait avant, quoi. Oui, et ça, moi je trouve un peu que c'est vraiment, vraiment génial. Donc merci encore à toi Omzo de nous avoir encore donné ton temps et tout. On va encore continuer le truc là-bas. Je crois que là, la prochaine DJ, c'est une DJ camerounaise qui s'appelle c'est Nadia NKJ. NKJ, oui. DJ NKJ et tout. Donc on va vous laisser continuer un peu avec son mix. Merci encore à toi, merci DJ Omzo. Merci à vous. Allô, est-ce que vous êtes chaud? On est chaud ce soir. Maki électronique fit Domoulag. On voulait vous parler musique africaine, tout ce qui se passe. On est chaud, on est bouillant. Attention, je vais bientôt mettre le micro pour présenter la sublime personne devant moi. Avec une sublime carrière également. Et normalement... c'est bon, je crois qu'on est sur nous. Chavela, comment tu vas? Ça va. Bonsoir Thomas. Tu vas bien? Ça va. Est-ce que tu peux te présenter? Qui es-tu? Alors, déjà bonsoir à Domoulag, Thomas, à notre pote à côté. Moi, Geek Serrer, Jean-Jacques, il y a la team ce soir. Ok, à toute la team. Alors, je suis Chavela DJ. Isabelle Guipro a mon nom à l'état civil. Et je suis DJ basé à Abidjan. Abidjan voilà. À la base, de voilà. Babi donc. Exactement. Voilà. Donc DJ immigré vers Dakar, c'est ça? Petit à petit. Petit à petit. Comme on dit chez nous, mollo mollo. Mollo mollo. Mais pourtant, on dit qu'Abidjan est doux. Dakar est chaud ou c'est comment? Dakar est chaud, Dakar suit aussi. Ouais. Là déjà la preuve. Hein. La preuve est là. Non, je suis d'accord. Et puis il y a une scène qui se monte ici. Et puis Abidjan vient. Comment Dakar peut pas être chaud? Donc Dakar est chaud parce qu'Abidjan vient, c'est ça qu'on comprend ce soir. Non, mais en fait on valide quoi. Ouais. Non, Abidjan valide, c'est que Dakar est chaud. Toi Abidjan, tu valides Dakar parce que souvent, je vois les Ivoiriens qui disent non vraiment. La fête ici, c'est pas pareil. Non, mais on reste les boss. Non, mais c'est que ces gars-là, ils sont pas. Parce que l'Ivoirien, quand il se déplace là, il vient avec les shows en même temps. Donc, si lui, il sent que c'est un peu façon, il ambiance le coin. C'est comme ça. Tu te plains pas, tu installes. Tu installes. C'est toi qui poses en fait. C'est ça. Tu poses, tu ambiances. Tu poses même. Et alors, raconte-nous un peu très brièvement ton parcours. Comment tu as commencé à Abidjan? Comment tu t'es lancé en fait dans la musique électronique? Qu'est-ce qui t'a attiré là-dedans? Voilà, tout ça un peu quoi. Alors, mon parcours est assez atypique. Il s'est fait de façon très random, comme on dit. J'ai commencé par organiser des événements avec on va dire des entrepreneurs. Et ensuite, j'ai un peu mon nom qui partait, voilà. Et il y a une architecte qui était basée en Allemagne, à Berlin, qui est venue et qui cherchait en fait quelqu'un qui organisait des événements qui étaient, comme on dit, carrés.
Et apparemment, tout le monde a dit « Ah, mais il y a Isa. » Bon, comme j'ai dit, Isabelle Dupro. Toi, tu étais déjà un peu installé. Voilà. Est-ce que tu peux te rapprocher un tout petit peu du micro? Ok, en fait, des événements autour de l'empowerment et tout ça, avec la jeunesse ivoirienne, comme on dit. Et donc, ceux qui m'ont vu au taf, ils m'ont dit « Ah, mais il y a Isa qui est là, qui peut vraiment t'aider à accompagner ton projet. » Et moi, je connaissais la musique électronique puisque j'ai appris l'anglais en fait en Afrique du Sud. Donc j'avais déjà ce Et est-ce que tu avais aussi, tu kiffais la musique de base d'Afrique du Sud? On sait que... mais grave, moi je suis revenue d'Afrique du Sud, je pleurais. C'est vrai? Je pleurais parce que je ne devrais pas dire ça, mais j'avais des cours. Mais je partais faire la teuf la veille, quoi. Mais après, c'était une demi-journée. La vraie ivoirienne, quoi. On faisait le show, on était dans l'électro, là. Donc, voilà. de tout ça, on a mis ton nom, tu as commencé on a mis mon nom et j'étais juste organisatrice. Et mais au fur et à mesure, comme on digue et tout, on a des artistes aussi qu'on a pu inviter, des DJ à l'international. On a fait venir Raoulka, qui n'était pas encore basé à Abidjan. On a fait venir... un DJ du Ghana, on a fait venir avec notre petit collectif à l'époque qui s'appelait Electropic. On a fait venir aussi des gars même on va pas dire ça, on va pas préciser, on va laisser ça comme ça. Et après, mes amis m'ont dit mais Isa, passe derrière les platines, tu connais les tracks maintenant et tout, on te voit, tu kiffes surtout. Et une fois on m'a même pas dit. Je vois mon nom sur l'affiche. Genre, t'avais pas le choix, quoi. Non, allez, vas-y, saute dans le grand bain. Voilà, c'est ça. À l'époque, j'avais même pas de nom de DJ. Je vois Isa sur l'affiche. Du coup, j'ai... Mais tu savais mixer Oui, j'ai ma collègue avec qui j'organisais les événements qui était DJ déjà. Du coup, elle me montrait un peu les bases et tout. Et ce soir-là, j'ai mixé. Franchement, le set était pourri. Le tien ou... Non, mon set était vraiment... moi, je suis sûr que c'était bien. Ouais, mais non, les transitions, c'était pas... Mais moi, j'ai kiffé, en fait. C'était vraiment de manière... comme un enfant, en fait. C'était là où tu devais être, finalement. Et c'est là, j'ai dit, ah ouais, c'est cool, quoi. Et c'est là que j'ai commencé à bosser. Et la scène ivoirienne, elle est comment vis-à-vis de la musique électronique? Parce qu'on parle tout le temps de coupé décalé, on entend beaucoup de choses. C'est vrai que les Ivoiriens sont très chauds, ils sont très présents de manière générale en Afrique francophone. Mais la scène ivoirienne, elle est comment vis-à-vis de tout ça? Bon, il y a une jeunesse quand même qui s'intéresse. Parce qu'on a fait quand même une promotion autour de ça, mais c'était avant le Covid, où les gens vraiment commençaient à adhérer. Et il y a eu une redescente, puisque les gens étaient enfermés, donc ils écoutaient quoi? Ils allaient où s'ambiancer? La radio. Dans la chambre, ouais. Dans la chambre, donc c'est revenu. Mais là, ça revient. En fait, les gens, malheureusement, s'est rapproché à un style, on va dire, de blanc. Mais on essaie de parler, on dit, vous savez que la musique électronique, en fait, ça a été créé dans les underground Détroit, les Afro-Américains. Voilà, c'est ça, en fait. De toute façon, beaucoup de musique. Voilà. C'est pas que la musique électronique. De manière générale, on sait bien que dans l'histoire de la musique, il y a beaucoup de grands styles de musique qui ont fait leur nom, qui viennent à la base de la communauté noire. Ouais, après aussi, exactement. Mais après aussi, les Ivoiriens sont sensibles à la mapiano, aussi un peu à la musique congolaise et tout ça. Donc même le coupé décalé, quand les gens discutent, je dis mais la musique électronique, le coupé décalé c'est de la musique électronique. Oui, voilà. DJ Arafat, il y a DJ dans le nom, non? Pardon. Non, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Donc c'est pour ça, parfois c'est vrai. Moi-même, j'ai déjà entendu, c'est les trucs de blanc, tout ça et tout. Exactement, je dis, mais c'est juste l'appellation et vous avez des a priori. Mais le coupé décalé, c'est la musique électronique, c'est de la musique assistée par ordinateur. Donc, pardon les gars, mais il n'y a pas de débat, quoi. Il n'y a pas de débat. Toi, tu t'es lancé là-dedans. Là, tu savais que c'était là où tu devais être. La scène a bien pris. Ouais, la scène a vraiment bien pris. C'est comme s'il y avait un truc qui s'est ouvert dans mon cœur, là. Je sais pas, tous les DJ vont vous dire ça. Donc, genre, tu chopes le virus, là. Et ouais, je me suis lancée à fond. Après, j'ai été très chanceuse aussi. Comme j'ai eu la chance de booker des artistes. Très, très vite, mes premières dates, je me suis retrouvée au Burkina. Deuxième tournée, je me suis retrouvée en Allemagne, au Fusion Festival. Après, j'ai eu ouais, t'es partie là-bas et tout. Et c'est vrai, d'ailleurs, tu nous reviens de Bogota il n'y a pas si longtemps, là. T'étais là-bas la semaine dernière. Exactement. Est-ce que même entre Bogota, entre la Colombie et Dakar, Abidjan, tu peux créer des ponts comme ça? Ah, mais c'est ce qu'on est en train de
de créer et tout, parce que merci à Camille, qui aussi de manière vraiment random, on était à la plage, elle a proposé, bon, il y a une possibilité Bogota, est-ce que ça vous intéresse? On dit ouais. Ouais, demain je suis dans l'avion à 4h du matin, on y va. Et toi là, tu racontes quoi? Bogota? Et puis je vais te dire non, pourquoi? Donc voilà comment ça s'est passé en fait. Et toi, du coup maintenant c'est bon, t'es rentré dans le milieu, ça marche bien. Tu t'es installé il n'y a pas si longtemps, je sais pas, ça fait combien de temps que t'es à Dakar? Non, on va pas dire que je suis installée à Dakar. Il y a eu, en fait, mon vol était au départ de Dakar pour Bogota. Du coup, j'ai voyagé ici et on avait aussi une date avant, un maquis électronique qu'on a fait au Charkis. Et j'étudie le terrain. Et alors, est-ce qu'il y a la scène dakaroise et la scène d'Abidjan, elle est différente, toi, dans ton milieu, où tu vois quand même un pont qui peut vraiment, qui est là, quoi? Oui, il y a carrément un pont. Après, c'est vrai que les individus, c'est pas la même manière de chauffer. Moi, on m'a souvent dit, l'ambiance, c'est vraiment, je l'imagine, bon, il y a l'ambiance au Sénégal, mais l'ambiance ivoirienne, j'ai l'impression que c'est dur de la battre en Afrique francophone. Ouais, mais la différence, c'est que les Sénégalais, ils dansent vite. Ouais. Alors que les Ivoiriens, ils ont un peu de s'inspirer, comme on dit. Ouais, ça danse bien aussi. Moi, j'ai vu certains trucs. Non, il y a l'ambiance. Mais c'est un peu plus lent. Nous, on prend le temps, on fait un peu les chocos et tout, et puis après, on go. Après, ça part. Alors que les Sénégalais, là, lui, il a le déclic qui s'en va, quoi. Et vous, on dit que c'est jusqu'au bout de la nuit aussi. Au petit matin, tout ça, c'est bien connu. Il y a after même, tout ça. Donc, voilà. Mais c'est cool. En fait, juste pour te poser la question, parce que toi, du coup, tu fais partie de Maquis Électronique. Oui. Maquis Électronique, c'est quoi? Maquis électronique, en fait, il y a différents axes. Hein. Je ne sais pas comment... Bon, si, je sais comment expliquer, mais bon, le rendre digestif à l'auditeur, c'est, on va dire, à court terme, par exemple, c'est des soirées. C'est un festival. Chaque année, des soirées à Abidjan et là à Lyon, à Paris et là au Sénégal. Donc il y a une scène aussi là-haut, côté. Ouais. C'est quoi? C'est la diaspora? C'est les Français? C'est mélangé? C'est mélangé. C'est mélangé parce qu'on a par exemple 1h42 qu'on a fait venir à Abidjan, qui est ivoirien mais qui est basé en France et qui continue des soirées en France là-bas avec le collectif Maquis Électronique. Et donc à court terme, voilà, comme je disais, c'est un festival. Et à long terme, par exemple, justement, c'est la formation de DJ et aussi dans les métiers de l'entertainment, comme on dit. Et là, on est content parce que ce soir, comme la dernière fois où je t'ai vu jouer, il y a des femmes, quoi. Ouais, c'est ça. Et justement, on est dans la formation aussi des femmes, justement de pousser aussi le DJ féminin, les sororités aussi. En fait, on accompagne des femmes. Et justement, pour arriver au troisième point, par exemple, c'est aussi une structure d'accompagnement. Donc il y a des bookings, il y a des DJ femmes, par exemple Badest qui a mixé ici avec Gio, je crois l'année dernière, Yo Gio, dans un maquis électronique et qui est parti par exemple au Brésil. Il y a moi ou NKJ par exemple qu'on a rencontré à Dakar, qui est parti, toutes les deux on est partis à Bogota. Donc c'est vraiment parce que c'est vrai qu'on parle pas des Amériques, mais le Brésil, évidemment, même la Colombie et tout, il y a des ponts qui se fait, il y a des communautés afro très très fortes avec toute une histoire. Et grâce à la plateforme, il y a des DJ par exemple Moon ou Badest qui ont fait des tournées en Europe et tout, voilà. Eh ben écoute, on te retrouve, j'imagine tu vas continuer à jouer là dans 10, 20, 30 minutes, je vais repasser ça. Donc on se reparle et peut-être on parlera plus tard dans la soirée. En tout cas, merci infiniment. Merci beaucoup. Merci Thomas. Vraiment, Abidjan est doux, mais ce soir c'est Dakar qui est en feu. Allez, on se retrouve dans 10 minutes. Un, deux, c'est bon. Le son est bon. Bon, le son est bon. 1, 2. Et on est de retour sur Domoulag. On est de retour sur Domoulag ici. Ça commence déjà
beaucoup se remplir un peu. Bon, vous n'arrivez pas un peu à voir la scène un peu là, mais c'est très plus ou moins rempli. Et là, j'ai la chance d'avoir Karim aussi, qui est un acteur culturel très important ici. Karim, bonsoir, comment tu vas? Je vais très bien, merci. Et tout, toi, tu fais dans l'architecture un peu d'intérieur, c'est ça un peu? Exactement. Et plus ou moins un peu, tu participes un peu à toutes les activités culturelles et autres. Et tout. Ça fait combien d'années que tu es à Dakar ici? Ça va bientôt faire 15 ans à peu près. Ah, 15 ans, et tout là. Tu parles déjà Wolof ici? Je me débrouille. Tu te débrouilles, hein. Ouais. Tu es de quelle nationalité? Je suis béninois-camerounais. Ah, béninois-camerounais. C'est le côté du papa qui est camerounais ou le... Non, c'est la maman qui est camerounaise. La camerounaise et les trucs béninois. Parce que moi je suis camerounais aussi. Ok, enchanté. Ravi alors. Ravi, ouais. Donc, comment tu trouves un peu la scène culturelle un peu de Dakar ici, plus ou moins un peu depuis ces 15 dernières années, par rapport un peu généralement à toutes les activités qui se truquent un peu? Quelles sont par exemple les activités que tu aimes beaucoup plus faire ici? Toi qui es un peu dans l'architecture d'intérieur, un peu par rapport à ta sensibilité, par rapport à ton travail, un peu, quel est un peu plus ou moins un peu, tu as vu un peu par rapport à tout ça ici? Alors je dirais que ça a beaucoup évolué par rapport au début. D'accord. Que ce soit dans la mode, que ce soit dans la musique, que ce soit dans l'architecture comme je dis, qui est intérieure. Beaucoup de choses ont évolué. Je pense que les jeunes aujourd'hui prennent de plus en plus conscience à la valeur sur le plan culturel de ce que ça apporte. D'accord. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas ce tourisme qu'il y a aujourd'hui, il n'y avait pas cette influence qu'il y avait aujourd'hui. Bien vrai que Dakar a toujours été un peu le carrefour sur le plan culturel. D'accord. Mais de plus en plus, en fait, on se rend compte qu'il y a une pluralité des disciplines. D'accord. Que ce soit, si on prend par exemple lors de la Biennale, d'accord, il y a eu beaucoup de mixité dans le fait qu'aujourd'hui, les gens aujourd'hui ne se limitent pas juste à dire ok, on prend telle catégorie, on le met de côté, mais on essaie de mixer en fait entre l'architecture, la mode, les arts plastiques, le textile. On essaie vraiment de créer cet univers là, en fait, de telle sorte qu'on ait plus comment expliquer ça? Une osmose, voilà, quelque chose qui est commun, et que tout le monde peut se retrouver. Donc, ouais. Mais généralement, un peu ta sensibilité se retrouve un peu beaucoup plus aussi, comme tu es architecte, ta sensibilité se retrouve aussi beaucoup plus dans la mode aussi, puisque c'est un peu la même... le même univers pratiquement. Le même univers, un peu pratiquement, ça se décompose un peu de la même manière, c'est un peu ça. Exactement. Vas-y. C'est-à-dire qu'en fait, celui qui est dans la mode peut facilement bifurquer vers le design intérieur. En fait, moi, j'ai pu combiner les deux. Parce que de toute façon, quand je suis en chantier, le fait d'apporter quelques touches artistiques fait que ça te donne la possibilité de pouvoir exploiter d'autres horizons. Ouais. Mais c'est ça que je trouve un peu aussi un peu génial un peu ici à Dakar, c'est que ici il y a une architecture particulière un peu, où il y a un vrai travail un peu dans l'architecture, un peu du design un peu. Quelque chose que je trouve qu'en Afrique centrale on ne développe pas. Je ne sais pas un peu toi, alors qu'il y a les deux cultures un peu d'Afrique centrale et d'Afrique de l'Ouest, comment tu vois un peu la différence un peu par rapport à ça? Je pense que le truc vient d'abord des études. D'accord. Voilà. Je pense qu'ici, à Dakar, ou du moins en Afrique de l'Ouest, on a cette facilité d'aller à l'étranger pour pouvoir étudier ce genre de choses. Et on revient vers nos pays de manière... Et il y a aussi le fait qu'il y a beaucoup d'expats, pour ne pas dire de répats, qui reviennent et qui reviennent avec en fait leur mode de vie. Donc, ce qui fait que ça influence énormément le niveau de vie ou le niveau architectural qu'on fait. Donc ça fait qu'il y a plus d'influence par rapport au pays. Au pays, il y en a, mais ils ne sont pas encore assez ouverts à une certaine transformation. Voilà. Donc je pense que c'est d'abord le niveau d'études qui cause problème, mais aussi l'ouverture d'esprit. Oui. C'est un peu, je sais pas comment expliquer ça, mais... Ouais, en fait, moi, dans ma perspective, souvent, quand je vois un peu l'architecture, un peu généralement au Cameroun et tout, il y a toujours un peu ce truc que je trouve très moche, souvent. Le truc des maisons en carreaux, là. Tu vois un peu, je trouve un peu que ça manque un peu de peps, en fait. De peps et autres et tout. Et de recherche surtout. Oui, alors que chaque fois ici, quand je vois les trucs, même les trucs qui se font en terre, il y a toujours, l'architecture est toujours bien pensée, bien truc et tout, ce qui fait que même si les maisons ne sont pas forcément grandioses, il y a une construction qui est très truc. C'est pour ça que je dis, j'ai l'impression que les gens d'Afrique de l'Ouest, en tout cas de ma perspective,
développent beaucoup plus un sens du style, un sens de trucs là-bas. Donc, toi, quel est les deux que tu tiens mieux placé pour le savoir? Exactement. Et pour juste ajouter, appuyer, c'est aussi le fait que il n'y a pas assez de sensibilisation en Afrique centrale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu prends quelqu'un, le propriétaire lui-même va se définir comme architecte, comme maçon, comme ingénieur. Pendant qu'ici, les gens ont plus de la latitude à comprendre qu'un architecte reste un architecte, un designer reste un designer, et un ingénieur ou peu importe, il reste à sa place en fait. Ce qui est très difficile à faire comprendre quand on va en Afrique centrale. En Afrique centrale, oui, c'est vraiment un peu quelque chose que j'ai remarqué le plus souvent. Et ici un peu, est-ce que tu as des designers un peu ou des personnes un peu dans le design un peu qui t'ont beaucoup plus influencé dans ton travail, qui t'ont beaucoup plus marqué un peu par leur travail ou quelque chose comme ça un peu? Oui, je dirais que alors j'ai quelques-uns mais là je suis en train de réfléchir en tête. Je dirais plutôt c'est un designer du Burkina. D'accord. Le nom ne me revient pas. Et il y a aussi une autre designer qui est au Mali. D'accord. Elle s'appelle Fashionista, quelque chose comme ça. Là. D'accord. J'aime bien son côté très africain, mais aussi très, on va dire, épuré. Épuré. Qu'est-ce que tu veux dire par épuré, par exemple? Épuré, c'est-à-dire réussir à créer un univers avec un design africain sans trop marquer cet aspect ethnique en fait, cet aspect tribal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un Européen peut facilement se retrouver dedans, un Noir, un Africain peut facilement se retrouver dedans, un Asiatique peut facilement se retrouver dedans, sans qu'il y ait forcément une connotation à 100% africaine en fait. D'accord. Donc c'est ça en fait, qu'il n'y ait pas trop de mélange comme on voit souvent dans certaines décorations. D'accord, mais il y a un vrai travail aussi, parce que je ne sais pas si c'est quelque chose qui est beaucoup plus européen ou africain en général, le minimalisme un peu. Parce que souvent c'est un truc qui plus ou moins m'intéresse un peu, le travail sur le minimalisme. Est-ce que ici il y a des dehors de design un peu fashion un peu qui travaillent un peu sur le minimalisme, notamment même un peu dans le truc de l'architecture d'intérieur ici en Afrique un peu ou à Dakar? Alors, je dirais qu'effectivement dans notre communauté à nous, le minimalisme a toujours existé. Si tu prends la culture asiatique et la culture africaine, elle est pratiquement le même. Ah bon? Ouais, elle est pratiquement le même. Donc le minimalisme a toujours existé. Maintenant, il y a ceux qui sont dans l'extrême minimaliste et d'autres qui sont de manière modérée. D'accord. Mais effectivement, ici à Dakar, il y a des entreprises ou des personnes qui sont dans le domaine et qui sont très minimalistes. Donc je ne pourrais pas donner le nom là comme ça parce que ça ne me vient pas en tête, mais j'ai eu à travailler avec pas mal de personnes dans ce domaine et que j'ai pu voir en fait ce qu'ils font. Mais il faut aussi comprendre que la plupart des gens qui sont dans le domaine de design d'intérieur ici proviennent en fait, c'est des produits d'extérieur. Donc ils viennent avec un modèle d'extérieur. Mais un architecte d'intérieur qui a grandi ici, qui a évolué ici, qui a vu un peu les trucs, c'est très rare. La plupart te diront je viens du Canada, d'autres te diront je viens de la France, des États-Unis et tout. Mais un pur produit du Sénégal ou un pur produit de l'Afrique de l'Ouest, c'est très rare. Avec cette évolution un peu occidentale, mais africain en même temps ou asiatique, c'est très rare. D'accord. Et parmi un peu la clientèle qui est truc et tout, quel est le truc qui revient le plus un peu par rapport à les travaux qu'on te demande un peu par rapport à ton travail d'architecte d'intérieur? Est-ce qu'on est beaucoup plus dans un truc un peu beaucoup plus ethnologique ou bien quelque chose un peu beaucoup plus minimaliste par exemple? Alors déjà, la plupart des personnes qui me contactent déjà, ce sont des personnes qui ont vécu à l'étranger assez longtemps et qui veulent retrouver en fait leur terre natale, c'est-à-dire retrouver un peu cette énergie africaine parce qu'ils sont un peu trop fatigués du fait de tout le temps voir les choses identiques à l'étranger. Donc quand ils viennent ici au niveau du Sénégal, ils veulent retrouver un peu ce côté africain mais sans trop faire. D'accord. Donc c'est-à-dire qu'ils veulent des choses assez minimalistes, bien structurées, mais surtout le point d'honneur qu'il apporte, c'est la qualité et les finitions. Et c'est ce qui manque en fait dans notre réalisation ici en Afrique. Bon, je dirais pas en Afrique, je dirais plutôt en Afrique de l'Ouest, dans certaines zones ou plus précisément au Sénégal. D'accord. Nous avons les compétences pour pouvoir produire des produits de qualité, mais nous manquons en fait de compétences en termes de finition. Et ça, c'est un boulot à part entière. Donc il y a beaucoup qui n'ont pas cette notion de finition. Et donc du coup, la plupart des gens qui m'appellent souvent, c'est
surtout travailler sur les finitions parce que je suis j'ai ce côté très regardant en fait sur les finitions. Donc la plupart de mes clients ils m'appellent pour le design, mais surtout pour la qualité de finition que j'apporte dans les travaux. D'accord. Ouais. Mais merci encore Karim de nous avoir truc là-bas. C'était très intéressant un peu. Merci. Ça a permis aussi de connaître un peu beaucoup plus sur le truc d'architecture d'intérieur. Merci encore à toi et j'espère que tu vas passer encore une bonne soirée. Merci à toi aussi. Allez. C'est bon? Ok. Alors, ça y est, j'ai un nouvel invité à cette table. Ouais. Est-ce que tu peux te présenter? Qui es-tu pour les gens qui ne sauraient pas encore qui tu es? Merci Thomas. Je me présente Djibril Bramé. Je suis un artiste multidisciplinaire et je fais pas mal de choses ayant commencé par le graffiti. T'as commencé avec le graphe Oui. J'ai commencé par le graffiti avec mon cousin Deep des Misérables Graphes parce que j'étais très nul en maths, je le suis toujours, ça n'a pas changé. Mais t'as trouvé d'autres talents après. Ouais. Mais j'ai trouvé que le maths au fait existe partout, même dans le graffiti. Donc oui, après par la suite j'ai commencé à documenter le graffiti, donc je documente le graffiti au Sénégal et un peu partout en Afrique depuis une vingtaine d'années en interview et en photo, donc je peux dire que je dois avoir... Toi, tu étais à la base dans une logique de vas-y, je vais documenter un peu la scène graffiti ici au Sénégal? Non, j'étais pas dans une logique, je faisais, donc parce c'était que... même pas réfléchi, c'est ça? C'était pas réfléchi, donc je vais pas faire les genres que c'était réfléchi, non du tout. Je me suis mis dans le graffiti, ou bien mon cousin m'a mis dans le graffiti, Deep des Misérables Graphes. Et par la suite, il y a eu d'autres jeunes qui sont entrés, c'est-à-dire les Diablos, les Mazzo, et j'ai commencé à les documenter. C'est comme ça que je suis entré dans la documentation du graffiti au Sénégal. Et depuis, j'explore la photo, la vidéo, movement direction, etc. Moi, c'est marrant, il y a quelqu'un dans le chat qui te connaît. Peut-être tu connais Sébastien Faye, ça te parle ou pas? Bien sûr. Il est là, il t'envoie de la force. Il va dire God avec Djibril. What's up, Bastien? Sébastien Faye, c'était mon collègue, c'est vraiment un très très bon ami, Oh, un magnifique. ami de sang. Donc vraiment, nous deux, on a un destin qui est très lié, Sébastien Faye et moi. Ah, c'est Là, il magnifique. te voit, lui aussi, je sais qu'il est un peu dans la mouvance photo Ouais. depuis longtemps. Je sais que c'est un petit écosystème ici à Dakar. Ouais. Donc j'imagine, là, il te voit, il fait Ah, my guy. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé, Ouais. mais ici, c'est dans le cœur. C'est dans le cœur. Ouais. Écoute, du coup, toi, ça a commencé avec le graphe. Moi-même, je t'avoue, je connais pas trop la scène graphe, mais il y en a. J'imagine que. Parce que souvent, en Afrique de l'Ouest, j'ai beaucoup entendu des trucs sur la Guinée par rapport au graphe. Ouais. Je sais qu'il y a une grosse scène aussi en Guinée. Tout a commencé ici. Tu veux dire en Guinée ou au Sénégal? Au Sénégal. Ouais. Le premier graffeur de la Guinée qui a amené le graffiti en Guinée, il a commencé ici au Sénégal. Il s'appelle Chimère. Et Chimère, son premier graffiti, je l'ai documenté. C'était une collaboration avec Diablos sur le mur ici de l'école Seydou Nourou-Tall. C'était une photo de Steve McCurry, la fille afghane, et un graffiti de Diablos. C'était un graffiti tout bleu en 2013. Donc oui, celui qui a amené le graffiti en Guinée, c'est un des élèves de Misérables Graphes ici au Sénégal. Et entre-temps, ça a évolué dans comment le graphe au Sénégal fait Ben oui, le graphe au Sénégal, maintenant, il y a une académie. C'est-à-dire que la nouvelle génération, disons la génération dans laquelle moi je fais partie, que ce soit les Mazzo, les Crafts, c'est des jeunes qui ont étudié, ils sont partis à l'université. Mazzo, il a fait philosophie. Crafts, c'est un docteur pharmacien. Donc c'est pas des têtes vides. Je vais pas dire que les grands
ont été des têtes vides. Mais oui, donc ils se sont bien organisés. Ils ont une académie, ils font les plus grands festivals. Et souvent, on voyage ensemble. Moi, en tant que documentariste, et je donne des formations en technique de documentation de graffiti ou art pariétal. C'est vraiment ton école, quoi. Ben oui. Quand j'en parle même, j'ai des frissons. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Et, du coup, petit à petit, comment tu t'es construit une carrière à partir de ça? Alors, au-delà de ça, moi j'ai si on parle d'études, j'ai un background de journalisme, communication, option RP à l'ISIC. Et par la suite, j'ai toujours continué mon art, donc la photo, fine art photography. Donc j'ai exposé récemment au musée dauphinois de Grenoble. Dans une expo qui s'appelle Pays Bassari. J'ai exposé ici à Dakar avec Olivia Marceau. J'ai exposé un peu partout à travers le monde, que ce soit les grandes foires, 154, Paris, Christie's de 2022, entre autres. Donc ma carrière s'est développée en tant qu'artiste, mais aussi du côté commercial où je collabore. T'es un peu dans les deux games en même temps. Ouais, il faut... Et moi, pour la petite anecdote, du coup, parce que je connaissais pas bien ton travail, là je viens de regarder vite fait un petit peu tes photos sur Insta. Il y en a une, frère. Ouais. Il y a une photo, celle-là, elle m'a matrixé. Je t'explique. C'est une photo d'un gars, genre, devant une sorte de boutique ils vendent des légumes et des fruits, tu vois. Et il a un casque, un peu genre Astérix avec des lunettes là. Ouais. Et cette photo-là, je l'ai vue imprimée vers Sicap Carac, sur un rond-point, sur un mur là. Ouais. Je me souviens très bien. Ouais. Et je viens de capter qu'en fait c'est toi. C'est moi, ouais. Moi j'ai envie de comprendre, du coup là j'étais en face de moi, parce que vraiment je me suis interrogé. Moi-même je me suis inspiré de cette photo. J'ai pris un pote à moi, un Viola, et je lui ai mis un masque de Shrek. Et c'était vraiment ma rêve. Ah, magnifique, je suis content. Donc, j'ai vu ça, j'étais en mode, du coup en fait, c'est quoi un peu ton rapport à la photo? Parce que celle-là, elle avait un truc un peu presque afro-futuriste, je sais pas comment dire. Alors, ma photo, moi je suis un Baïfal, je suis un talibé de Cheikh Moussa Touré. Donc, mon grand-père a rencontré Serigne Touba quand il avait 27 ans, donc pur. Je suis très spirituel. Oui, donc ma photo, c'est de la spiritualité, c'est du partage, c'est de l'amour, c'est aussi montrer ceux qui sont invisibles. Donc ce projet-là dont tu as parlé, c'est ça que j'avais montré à 154 de Paris, de Christie's de 2022. Et c'est ce projet-là qui a été aussi montré, qui est toujours actuellement en cours au musée dauphinois. Du coup, moi la question c'est, quand tu fais des photos, tu les colles aussi, c'est pour ça du coup je capte pourquoi tu me parles de graphe, tu vois, il y a un lien. Du coup. Ouais, bien sûr, j'ai commencé par le graffiti. Donc depuis 7 ans, presque 8 ans, j'imprime en grand format et je colle sur les murs. Maintenant, c'est devenu banal. Tout le monde le fait ici à Dakar. Mais disons que j'ai été le premier à le faire ici parce que tout simplement, c'est la continuité du graffiti que je fais un peu. Donc c'est ça, tu as trouvé finalement un entre-deux. Ouais. Et tu fais quoi? Tu vas tirer tes photos et après, ça se passe comment? Tu pars tard dans la nuit, à 3h du matin? Non, le graffiti ici quand même, c'est différent. En Europe, c'est parce qu'il y a beaucoup de vandalisme. Ouais, parce moi, il y a un côté, tu vois, le graffiti, pour moi, il y a un petit truc punk un peu. Oui. Mais ici, c'est différent parce que quand le graffiti est né à travers le mouvement Setsatal. Parce qu'on faisait des cleaning day et les gens, ils venaient parce qu'il y a un match de football, etc. Et c'est comme ça que Docta, le premier graffeur, il a réalisé son premier mur. Mais moi, je dirais que le graffiti, en réalité même, moi, je pense que ça a commencé bien avant Docta. Parce qu'on avait des muralistes comme Papisto Boy, Maïsama, etc. Moi, leur mur, ça m'a bouleversé étant enfant. Je me souviens d'un mur de Maïsama sur la route de Golfe Sud. Le mec, il avait dessiné des trucs tellement dingues et une bite qui sort d'une grande gueule comme ça. Et je me dis, mais lui, qu'est-ce qui se passe? Ben oui, je pense que le graffiti a commencé bien avant Docta, mais on va donner le respect à Docta parce que tout simplement, c'est le premier à avoir fait le lettrage avec du bubble style, avec du block style, etc. Toi, aujourd'hui,
ton travail, tu le situerais où entre le graphe et la photo? Bah, moi, je fais beaucoup de choses. Je fais de la je fais de la performance. J'utilise beaucoup le textile. Donc, depuis 3 ans, je travaille beaucoup sur le textile. Donc, j'imprime mes photos sur le textile. J'ai beaucoup exploré migration et identité avec l'utilisation de la toile de Jouy que j'ai imprimée, que j'ai à un moment donné même créé des toiles de Taïba ou des toiles etc. en s'inspirant de ces toiles-là. Donc oui, pour moi, c'est très difficile de me canaliser. Donc, t'es un peu partout. Ouais, je suis partout. Mais écoute, moi, je t'avoue, hein, tu es un novice côté graphe. Moi, j'adore les cultures alternatives. Est-ce que pour toi, le graphe ou la photo même est considéré comme une culture alternative ou pas du tout? Bah, on peut le dire parce que malgré tout, même si la photo fait partie du fine art ou dans le monde contemporain ou dans les... parce que aussi je fais partie dans des collectifs les plus anciens en photo noire qui s'appelle Kamwenge, qui a été fondé par les Gordon Parks et les Louis Draper. Donc je suis le premier Africain et le premier Sénégalais du coup dans ce collectif-là. Et tous ces artistes-là, la majorité, ils ne sont pas cotés. Oui, parce que tout simplement c'est pas de la peinture. Donc oui, ça, le game de donc, de manière générale. Donc, même si c'est en train de changer. Moi je sais que côté Occident et tout. Oui, bien sûr, on est dans bien sûr. On sait que les Cindy Sherman etc. entre autres, ils ont vendu des œuvres qui sont hyper chères. Mais pour moi, oui, je suis carrément d'accord avec toi que le graffiti ou la photo font partie de cette pop culture ou culture alternative. Eh ben écoute. C'est 10 minutes d'interview, on va s'arrêter là. Mais moi, je parlerai avec toi en off, avec plaisir. On peut poursuivre tranquillement. On te retrouve où sur les réseaux? C'est Gadaï, c'est ça? C'est Gadaï sur les réseaux sociaux. Écoute, merci à toi. Merci Thomas. Ravi d'avoir fait ta connaissance. Adieu. Allez, on continue. Gadaï, on live from the Moulak. On vous laisse. De Moulag, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? On continue encore la soirée. La soirée commence à battre son plein. Complètement battre son plein là en ce moment et autres et tout. Et là, j'ai un très bon ami ici qui s'appelle Jean-Baptiste JB, Jean-Baptiste Jouard, qui comme vous pouvez le voir un peu, il est photographe. Et généralement, c'est quelqu'un qui fait aussi des expos. Ici un peu à Dakar, ça fait des nombreuses années qu'ils sont ici à Saint-Denis. Sinon JB, comment tu vas? Ça va, nice et toi? Ça va très bien et tout. Et toi, toute la soirée se passe bien alors pour toi? Écoute, on dirait que les gens commencent à s'ambiancer, hein, c'est cool. C'est cool et tout. Et sinon alors, comment alors ça se passe un peu depuis tout ce temps? Ça va faire combien de temps que tu es déjà ici? Je suis basé à Dakar depuis 2013 en fixe. En fixe? Ouais, voilà. J'avais fait des allers-retours avant, j'avais couvert les élections présidentielles en 2012 en tant que photographe avec un ami journaliste. Sidi Ansané, qui travaille à RFI, qui travaille toujours à RFI d'ailleurs. D'accord. On a été présent pendant cette période-là en 2012, quand Abdoulaye Wade était en train de quitter le pouvoir. Ah oui, tu avais pris... J'avais couvert les manifestations et la révolte populaire contre la prolongation du deuxième mandat d'Abdoulaye Wade. Ah oui, c'était en 2013, si je me souviens. C'était en 2012. 2012. Voilà. Donc plus ou moins un peu par rapport un peu à ton travail, par rapport un peu à l'évolution un peu de comment tu fais un peu les événements. Qu'est-ce qui a un peu changé par rapport un peu à ces 13 dernières années, on va dire? En termes professionnels, je pense que les changements, ils ont été surtout plus forts sur la question de la vidéo et des séries au Sénégal.
Je trouve que sur la photo, par exemple, à contrario de Bamako, on n'a pas d'événements comme des biennales photographiques. On a la biennale d'art de Dakar, mais on n'a pas de festival de photographie au Sénégal jusqu'à aujourd'hui. Il y a des festivals de photographie spéciaux un peu par rapport à ça, je savais pas ça. Bon, par exemple, tu as toujours à Bamako le festival de photographie. Tu as au Nigeria, tu as des événements comme ça qui sont vraiment spécialisés sur la photographie. Alors, il y a des initiatives qui sont en train d'être menées, j'ai entendu à Saint-Louis, avec le musée de la photographie à Saint-Louis. Et donc, du coup, c'est en train de bouger, quoi. Mais c'est vrai que Dakar, je pense, mériterait d'avoir vraiment un pôle dédié à la photographie. Oui, parce qu'il y a énormément de photographes, il y a énormément de trucs, mais on les voit généralement seulement exposés à la biennale. C'est vrai qu'avoir une biennale spéciale pour les photographes qui sont ici permettrait encore de beaucoup plus... je sais pas. Disons que c'est l'un des médias les plus aujourd'hui, l'art visuel aujourd'hui, la photographie, la vidéo, ça prend une place prédominante dans la communication et puis dans la manière dont les gens perçoivent le monde. Et il y a beaucoup de photographes sénégalais et je pense qu'ils mériteraient d'avoir vraiment un événement qui ponctue l'année ou une biennale, disons, qui pourrait fonctionner peut-être en binôme avec la biennale de Dakar, avec une année en décalage. Je trouve que ce serait quelque chose qui ferait du sens parce qu'il y a des festivals de court-métrage au Sénégal. Il y a beaucoup de festivals de court-métrage. Et il y a Dakar Court, Festival Femmes Afrique, des choses comme ça. Et donc c'est un peu le parent pauvre entre guillemets par rapport à ça au Sénégal. Et je pense que ça c'est quelque chose qui serait vraiment, alors c'est facile à dire, moins facile à faire, mais je pense que ce serait quelque chose qui serait vraiment intéressant. Oui, dernièrement même tu avais des expos que tu as fait, généralement tu m'as dit que tu es revenu d'Allemagne, c'est ça? J'étais en Allemagne effectivement, ouais. Les trucs de tes expos, ça parlait exactement de quoi par exemple? Bon, il y a un volet politique dans la dernière expo que j'ai fait, ça parlait de l'attribution des visas Schengen. D'accord. Ça s'appelle Le Précieux, l'exposition. Et c'est en gros, c'est pour montrer, c'est des mises en scène très, très, très visuelles, très stylées, mais qui dénoncent un petit peu les conditions d'obtention des visas pour les gens qui sont en Afrique de l'Ouest et qui veulent, pour des courts séjours, aller en Europe, quel que soit le pays, et qui doivent affronter vent et marée pour juste obtenir ce qu'on appelle le précieux. Qu'est-ce qui t'a un peu inspiré par rapport à ça? C'est-à-dire comment tu es venu un peu avoir l'idée de faire un peu ce travail? C'était venu par une première exposition en fait, qui avait été dans la biennale, dans le off de Dakar, dans le off de la biennale de Dakar. On parlait de mobilité tout simplement, et moi je m'étais posé la question de qu'est-ce que c'est quand tu es une personne ici, disons la région Afrique de l'Ouest, francophone, et que tu as envie simplement de t'extraire de cette zone qui est un peu autodéterminée. Et je trouvais que par exemple tout ce qu'on demande comme pièce justificative pour des gens qui, pour des raisons diverses et variées, souvent pour des opportunités professionnelles, veulent simplement aller pour un court séjour dans l'espace Schengen, on leur demande des choses qui sont absolument hallucinantes. C'est absurde. Et donc du coup je me suis dit je vais aller là-dedans, aller dans l'absurde et appuyer sur ce truc-là parce que c'est une vraie injustice qui prédomine encore aujourd'hui et ça montre les rapports de domination entre le sud et le nord. Moi je suis français, je peux voyager au Sénégal de manière complètement libre, j'ai même pas de visa à payer, même si le Sénégal a annoncé qu'ils vont appliquer de nouveau un visa parce que Macky Sall l'avait appliqué pendant 1 an et demi en 2014-2015. D'accord. Et je pense que ce serait une très bonne chose d'appliquer ce qu'on appelle la réciprocité des visas. La réciprocité des visas, ouais. Mais j'ai l'impression qu'avec pour les Africains, nous on n'a pas trop le besoin d'avoir des visas pour venir ici en fait. Nous on n'a pas ce problème. Alors il faut regarder après, par exemple, quand tu es sénégalais, pour aller dans certains pays africains, il faut des visas. D'accord, voilà. D'accord. Après la zone ouest africaine, effectivement francophone, tu n'as pas besoin effectivement de documents. Mais effectivement, moi, de par mon expérience, de par le fait que je sois un immigré blanc, français, installé au Sénégal depuis 12 ans et ayant assez peu de difficultés pour renouveler mon titre de séjour, par exemple. J'ai un titre de séjour ici que je dois renouveler chaque année. Voilà. Ça se passe quand même de manière assez... c'est la discrimination positive, on va dire, mais pas dans le bon sens du terme.
Et donc du coup, moi j'ai aussi envie de pas fermer les yeux sur certaines réalités. Certains privilèges un peu que tu bénéficies par rapport à ce statut-là. Ouais, de privilèges. Ouais. Et donc, il faut pas fermer les yeux, il faut regarder la réalité telle qu'elle est. Et donc du coup, c'est aussi moi en tant qu'artiste, l'idée c'est d'évoquer ces choses-là. Et comme je savais que l'expo allait être en Europe, je voulais aussi briser ce cliché qu'on peut avoir quand on est européen, disons, sur le profil type de l'immigrant, le potentiel immigrant, en tout cas africain, qui veut venir en Europe. Ouais. Que c'est pas forcément un jeune de Pékin qui a 25 ans et qui sait pas lire. En fait, moi j'ai fait une série de photos et j'ai fait une vidéo. J'ai interviewé 4 personnes et j'ai fait exprès d'interviewer des personnes qui, en fait, avaient toutes et tous, parce que c'est 2 femmes, 2 hommes, des revenus confortables, des diplômes, des situations professionnelles stables, etc., qui gagnent plus que certaines personnes qui sont en Europe, par ailleurs. Et l'idée, c'était simplement de montrer en fait à quel point le système est ridicule, partial, et incohérent. Et donc, c'était une manière de montrer pour ceux qui ne voient pas cette réalité du monde-là, voilà, d'ouvrir des espaces de discussion. Oui, je trouve un peu, oui, parce que comme tu me l'avais montré un peu, quelques esquisses un peu de ton exposition, je trouvais que c'était très intéressant un peu de montrer un peu ce rapport du nord au sud et tout. Et quelles un peu les difficultés un peu par rapport un peu à ton travail un peu que tu rencontres un peu ici à Dakar, généralement un peu sur le domaine de la photo, le domaine de la vidéo un peu en général. Bon, je pense que c'est un peu partout pareil. De toute façon, quand tu es travailleur indépendant, écoute, comme on dit, chaque jour suffit sa peine. D'accord. Il faut simplement, comme chaque artiste, j'ai envie de dire, chaque personne artiste et artisan, on va dire, parce que moi j'ai un côté artistique et puis un côté où on essaie quand même de payer les factures avec des choses beaucoup plus corporate, on va dire. Pragmatique un peu. Donc non, il faut toujours essayer de trouver l'équilibre entre le côté professionnel et le côté artistique. Et donc s'assurer qu'on paye les factures à la fin du mois. Ouais, je vois un peu. Pas faire n'importe quoi non plus. Ouais. Et en même temps garder de l'espace pour pouvoir créer, faire des choses artistiques, voyager éventuellement. Mais ça, encore une fois, je pense que c'est partout dans le monde, c'est les mêmes problématiques. Ouais, c'est les mêmes problématiques. Ouais. Après, on est à Dakar. Peut-être que je ne veux pas tout homogénéiser, mais je pense que c'est à peu près la même bataille pour chacun. Oui, c'est la même bataille un peu pour chacun par rapport à ça. Et moi aussi, je me disais, il y avait ce truc que tu avais commencé à créer depuis des années qui s'appelle Dakar Creators. Dakar Creators, ouais. Oui, explique-nous un peu plus ou moins le concept de ce... je crois que c'est une longue expo sur 10 ans, 12 ans que tu fais. En fait, c'est un travail que je fais de manière très lente, on va pas se mentir, mais en fait qui est une observation de la ville. En fait, moi, quand je me suis installé au Sénégal, c'était en 2013. Au bout de 3 ans, je me suis rendu compte que la ville vraiment changeait très rapidement. D'accord. Et que c'était pas prêt de s'arrêter, parce qu'on est tous capables de constater qu'il y a des chantiers à gauche et à droite partout dans cette ville. Ouais. Et au Sénégal, de manière plus large, mais Dakar concentre un petit peu, est un peu l'épicentre de ça. Et donc, du coup, j'ai envie de faire une cartographie individualisée de la ville à travers des créateurs. C'est-à-dire que je rencontre des gens, des artistes principalement, des personnes qui me touchent, qui m'intéressent. Et je vais les voir et je leur demande en fait s'ils ont un endroit dans la ville avec lequel ils sont connectés en particulier, que ce soit par rapport de manière personnelle et ou professionnelle. Et donc si je sens qu'il y a une connexion avec un espace particulier de la ville qui représente quelque chose, je leur demande de m'emmener là-bas, on fait une série photo, enfin on fait une séance de photos. Et ensuite on a une discussion comme on est en train d'avoir toi et moi maintenant que j'enregistre. Et on évoque un petit peu comment Dakar a façonné leur existence. D'accord. Et tu étais dedans d'ailleurs. Oui, j'étais dedans. Et donc ça concerne les Dakarois, mais on n'est pas obligé d'être sénégalais. Ouais. Et dans ce truc là-bas, quelle est ta vision un peu finale un peu de cette expo un peu que tu travailles un peu sur 12 ans? Est-ce que tu as une vision un peu finale par rapport un peu à ta série un peu de... comment on appelle ça? Je ne veux pas dire de recueil, mais comment je cherche le mot un peu... ta série d'interviews un peu par rapport à ces trucs. Oui, en fait, c'est des témoignages. En fait, l'idée, c'est de parler des gens à travers la ville et parler de la ville à travers les gens. D'accord. Donc c'est un aller-retour entre... Dakar, comme beaucoup d'autres capitales, c'est une ville en mouvement et c'est ça qui est intéressant, c'est pour ça qu'on est là. L'idée, c'est de pas s'apitoyer sur un aspect nostalgique de c'était mieux avant, tout ça et tout, mais c'était une manière, j'essayais d'avoir un point de vue original sur
est décalé sur l'évolution d'une ville et sur comment en fait nous en tant que personne on se nourrit des espaces dans lesquels on interagit. D'accord. En tout cas, merci encore à toi JB et Haute et tout pour ton interview et de nous avoir donné un peu du temps. Merci, avec grand plaisir Jean-Jacques. Je pense encore que comme aux auditeurs aussi, tu es occupé aussi à prendre. Je suis en train de faire les photos là, mais bon, tout va bien. Tout va bien et Haute et tout là-bas. Donc merci encore à toi et tout. Et merci, on va merci à tout le monde qui nous suit sur Twitch. Twitch de Moulago, on est là. Merci. Un truc là-bas. Tu peux passer même un truc là-bas. Tu es sur Instagram, Dakar Creators, c'est sur Instagram. Il y a Dakar Creators sur Instagram. Et si vous voulez aussi me suivre, j'ai un deuxième compte, c'est jb.joire. Joire, c'est J-O-I-R-E. Voilà. Vous pouvez me suivre là-dessus si vous voulez. Et puis, à grand plaisir pour discuter. Ok. En tout cas, on revient encore dans le live avec DJ. Je crois que c'est DJ Chaban. Je sais plus. Oui, sais plus. C'est elle. DJ Chaban et Haute et tout. Nous remettons le son et on vous retrouve à plus. On est de retour encore sur Domoulag, la première chaîne tweet culturelle sur Dakar et de l'Afrique de l'Ouest. Et là, j'ai pour inviter Elena qui est un peu une grande activiste ici. Elle a créé avec une amie une association qui est très intéressante qui s'appelle Kimpavita, où généralement elle fait un peu sur l'activiste féministe et éco-responsable, c'est ça? Féministe et éco-responsable. Féministe et éco-responsable et tout. Et plus ou moins, elle a un travail qui est très intéressant, un peu, on va dire un peu sur tout Dakar. C'est pas seulement Dakar, parce qu'ils vont souvent même, je les vois souvent partir même souvent en région où elles sensibilisent beaucoup de situations un peu sur parfois les conditions des femmes, les conditions aussi de travail des femmes et tout. Donc elle va plus ou moins un peu nous parler de ça. Et tu dis non, comment tu vas Elena? Ça va très bien Jean-Jacques, et toi? Et ça va très bien et tout. Comment est née un peu la création de la Kimpavita, même si j'étais là quand ça se crée? Oui. Donc du coup, la Kimpavita, ça a été créé en 2021. D'accord. Et à la base, avec Chloé, en fait, nous, on sortait beaucoup à Dakar. D'accord. On était beaucoup dans les espaces culturels. Et puis, on s'est dit, à un moment donné, on voulait organiser un événement culturel. Chloé, elle est productrice. Je pense que tu l'as invitée. Oui, je l'ai invitée aussi. Pour ceux qui ont suivi là, je l'ai invitée pour un truc de productrice de cinéma, un peu, pour ceux qui suivent la chaîne. Voilà, et Chloé avait à cœur de présenter des films africains. D'accord. Et nous, ce qu'on voulait, c'est créer un petit événement engagé où on verrait des femmes mixées. Voilà. Parce qu'on ne trouvait pas de femmes mixées à Dakar. Oui, c'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de femmes. Il n'y en avait pas du tout. En fait, en 2021, il n'y avait presque pas de femmes. Il n'y avait pas de femmes qui mixaient. Non. Je ne sais pas... La Full Moon, ça a commencé à quel moment? Quand est-ce que Binouche elle a explosé La Full Moon était déjà aussi... la Full Moon, c'était plus ou moins à la 2016, mais ça a explosé dans les mêmes années, là, 2020, 2021, un peu plus ou moins. Et tout, mais il n'y avait pas beaucoup de femmes. Ouais. Et donc, du coup, on n'en voyait pas. Et nous, on s'est dit, on sort beaucoup, on ne voit pas les femmes qui sont mises à l'honneur. Et donc, du coup, on va essayer de créer un événement où on va faire mixer des femmes. Et à la base, c'était vraiment juste un petit événement où en fait on va mettre à l'honneur des cultures africaines. Parce que moi je suis burkinabé, je vis au Sénégal depuis 19 ans, Chloé elle est guadeloupéenne, martiniquaise. Et on voulait montrer des films et faire mixer des DJ femmes. D'accord. Et comme ça on a un peu parlé à des acteurs culturels de la scène sénégalaise et en fait tout le monde nous a dit ah mais moi je peux faire ci, moi je peux faire ça. Et en fait, on s'est retrouvé avec un événement où il y avait des activités pour les enfants, il y avait des gens qui vendaient des trucs, il y avait... Oui, des pôles un peu pour plusieurs types de gens, des gens qui mettaient un peu des ateliers particuliers. Exactement. Et c'est comme ça qu'est née la Kimpavita. Et en fait, on a brainstormé pour trouver un nom et il nous fallait un nom engagé.
Et puis il y a Jean-Baptiste qui vient de passer. Et puis Jean-Baptiste nous a dit, mais en fait, si vous voulez un truc engagé, pourquoi vous ne trouvez pas le nom d'une femme? D'accord. Et en fait, Chloé, elle avait chez elle un livre que sa grand-mère lui avait offert. Et en fait, on a bouquiné. En fait, on est tombé sur Kim Pavita, la figure de Kim Pavita. Oui. Et la figure de Kim Pavita nous a beaucoup parlé parce que c'était une prophétesse congolaise. D'accord. Congo avec un K. D'accord. Où il y avait l'Angola et le Congo ensemble. D'accord. Et c'est une femme. Ça, je ne savais pas ça. Ça, tu m'apprends quelque chose. Dans le Congo et l'Angola étaient fusionnés à une certaine époque. Et c'était pas Congo avec un C, mais c'était un Congo avec K. Ouais. D'accord. Et cette femme, elle s'est battue pour l'indépendance du Congo. D'accord. Et elle a utilisé la religion. En fait, on ne va pas rentrer plus en détail, mais en fait, la religion a été utilisée pour pouvoir asservir les peuples. Et elle a retourné le truc. Elle a dit que Dieu était noir, blablabla. Elle a utilisé l'arme de l'oppresseur pour pouvoir faire... un travail un peu, voilà, pas tellement d'éducation, mais pour un peu contrecarrer un peu. Et voilà, c'est ça. Et en fait, elle a réussi. On s'est dit que c'était bien à notre image, qu'on était panafricain, qu'on voulait... montrer une image engagée, et puis donc du coup on a choisi la Kim Pavita, et bien sûr ça évolue avec le temps. Aujourd'hui ce n'est pas qu'un festival, oui, donc l'événement il a vraiment grossi en 4 ans. Aujourd'hui au festival, sur 2 jours on a 2000 personnes, mais c'est plus qu'un festival. Toute l'année on a plusieurs activités culturelles où on essaie de parler des problématiques que traversent les femmes. On a un podcast. Voilà. Oui, c'est ça que j'ai remarqué un peu et tout. Et qu'est-ce qui est un peu, comment on appelle les contraintes un peu que vous rencontrez peut-être par rapport au quotidien de travail activiste un peu, c'est-à-dire les difficultés un peu que vous avez un peu par rapport dans votre travail activiste, là où vous voulez peut-être mettre en scène un peu le problème un peu parfois de certaines femmes, parfois aussi il y a souvent un peu ce thème tabou un peu de l'excision et tout cet délire-là. C'est comme tu dis, il y a des problématiques qui sont très tabous. Et il faut le prendre avec des pincettes, il faut pouvoir amener le sujet, sinon on braque les gens et les gens ne veulent pas en parler, les gens ne veulent pas libérer la parole. Donc du coup, je dirais c'est les thématiques qui peuvent être touchy. Je dirais aussi que c'est... la figure de la féministe est très... elle est très caricaturée. Voilà, c'est ça, caricaturée, mal perçue. Voilà, mal perçue contre les hommes, alors que c'est pas du tout ça, c'est pas contre les hommes. Ouais, c'est ça. Et donc du coup, il y a des femmes qui sont vraiment activistes, qui refusent d'accepter de prendre cette casquette de féministe. Parce que malheureusement, un peu, je trouve un peu que comment on appelle ça, un peu la société africaine, un peu, elle est entrée dans quelque chose qui est patriarcal, alors que dans ses origines, la société africaine est beaucoup plus matriarcale un peu. Matriarcale, ça ne veut pas dire féministe, forcément. Fatou elle explique beaucoup. Matriarcale, ça veut dire que la lignée est à partir des femmes. C'est-à-dire que tu prends le trône parce que c'est ta mère qui avait... Exactement. Mais c'est un système de contrôle aussi. C'est juste pour vérifier que l'enfant vient vraiment de la mère. D'accord. Mais en fait, le monde, il n'y a pas eu encore de système en Afrique où en fait... le système patriarcal n'a pas régné, ça a toujours été le système patriarcal. Donc matriarcal, c'est juste de la lignée de la mère. Tout se transmet par la mère, mais les ressources, les pouvoirs, les instances de décision sont toujours aux mains des hommes. Donc en fait, c'est complètement... matriarcal, ça ne veut pas forcément dire... le pouvoir sur les femmes. Voilà, c'est pas que les femmes avaient le pouvoir. Non, c'était aussi un... C'était un système, c'était toujours plus ou moins un système de contrôle, c'est ça un peu. Ah, d'accord. Et plus ou moins un peu avec la Kimpa un peu et autres et tout. Quelle est votre vision un peu dans l'évolution un peu de votre âge? J'ai vu que vous avez fait dernièrement un peu quelques conférences un peu ces temps-ci. Et quelle est votre vision un peu à l'avenir un peu encore de l'événement en fait? Bon, nous, on aimerait bien avoir un espace. Un espace où on peut accueillir plein d'événements culturels autour de tout ce qui concerne le droit des femmes, tout ce qui concerne l'écoféminisme. Ça, c'est un truc qui nous tient à cœur et on y travaille. Et puis après, on aimerait bien que le festival puisse se délocaliser, que ce ne soit pas seulement à Dakar, qu'on puisse faire des festivals ailleurs en Afrique. Et bien sûr, on aimerait bien que les gens ils comprennent notre démarche. Notre festival est assez intéressant dans le sens où on essaie d'être éco-responsable. Donc ça amène beaucoup de choses. On essaie de présenter tout ce que... plein de travaux de femmes, d'avoir une démarche féministe, intersectionnelle, inclusive. Et on espère que en fait, les gens pourront venir apprendre des choses,
s'engager. Et voilà, les perspectives, c'est vraiment un espace dédié à tout ce qui est féministe. Parce que l'espace, ça pourrait vous permettre un peu de mieux centraliser un peu votre travail, un peu, c'est ça? Exactement, et pouvoir aussi, il y a beaucoup de gens qui veulent rejoindre l'association, mais qui ne savent pas où nous trouver. Parce que du coup, on n'a pas d'espace. Oui, d'accord. Et alors que, en fait, ça peut être un point de chute pour plein de gens qui peuvent venir, qui peuvent, voilà. Donc l'espace, ça devient essentiel pour nous. C'est quelque chose de criant et on espère pouvoir mettre ça en place. Est-ce que vous voulez aussi, comment dire, un peu développer le truc de la Kimpa un peu hors de Dakar, c'est-à-dire un peu qu'elle trouve un espace un peu dans d'autres pays, un peu comme toi au Burkina, comme un peu développer un peu dans d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest ou de l'Afrique centrale, un peu. Est-ce que c'est une vision aussi que tu vois un peu à l'avenir, un peu par rapport à ça? On y travaille. Peut-être qu'on va organiser une Kimpa bientôt au Burkina, peut-être au Bénin. D'accord. On est en train de prendre des contacts et on est en train de discuter. Et puis c'est notre vœu, quoi. Le vœu et autres et tout. Et en tant que pratiquant de capoeira, est-ce que ce sera aussi inclus maintenant? Je sais pas pourquoi il parle de capoeira, là on est en train de parler de féminisme. Non mais je pose cette question. Est-ce que tu vas inclure aussi la capoeira la prochaine fois et autres et tout? D'ailleurs même, je voulais même encore peut-être passer même chez vous d'ailleurs. On t'attend Jean-Jacques, t'es plus revenu. Mais tu vois, la première édition c'était le Brésil et bien sûr on a fait un show de capoeira. Ouais. Pour moi la capoeira peut-être ça a été ma première entrée vers des mondes... Des mondes différents un peu? Différents mais afro-diasporiques. Ah d'accord. Tu vois, ça a été ma première entrée de connaître des populations africaines mais en fait qui ont immigré et qui ont créé quelque chose ailleurs. Oui. Et pour moi la capoeira c'est quelque chose de très 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 important qui m'ouvre à la musique, qui m'ouvre à la spiritualité. Ça ouvre à beaucoup, oui. Ça ouvre à beaucoup de choses. Voilà, c'est ça. Et, oui. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est parce qu'un de mes collaborateurs, Thomas aussi, c'était pas forcément le Brésil seulement, mais il était parti à Cuba un peu. Et à Cuba, un peu, dans le documentaire qu'il avait fait, il avait vu un peu comment il y avait un lien très fort entre les rythmiques un peu qu'on peut retrouver ici dans les sabbats et que tu peux retrouver dans les pays comme Cuba ou le Brésil et tout. Et que en fait cet héritage afro, c'est un peu continué un peu comme dans la capoeira et comme dans d'autres trucs de danse et autres et tout. Donc, ce qui peut être très intéressant. Moi, c'est ce que j'ai appris avec la Kimpa. Donc là, ça fait 7 éditions qu'on a fait la Kimpa. On met en avant toujours un pays africain ou afro-descendant. D'accord. Et en fait, tu retrouves toujours partout, que ce soit à Haïti, que ce soit au Brésil, que ce soit en Guadeloupe, en Martinique, tu retrouves en fait des similarités musicales, dans la culture, dans la gastronomie. C'est un truc de dingue. D'accord. Et ça, en fait, ça montre bien que en fait, c'est un même peuple, peu importe où il se trouve, en fait c'est un même peuple qui s'est adapté à son contexte, qui a changé certaines choses, mais c'est vraiment un même peuple. Dès que tu travailles sur les Africains qui sont ailleurs, tu retrouves des similarités qui sont déconcertantes des fois. Donc c'est hyper intéressant. C'est vraiment hyper intéressant. En tout cas, on va essayer de faire un live stream ensemble. On a déjà donné rendez-vous, je ne vous dis pas le quand, mais on a déjà donné un rendez-vous. On va pouvoir, parce que ça fait des mois et des mois aussi qu'on doit le faire et tout ensemble. On aura un rendez-vous spécial où on va parler encore plus en profondeur encore de son travail et avec de la Kimpa et beaucoup d'autres choses un peu par rapport à ça. En tout cas, merci encore à toi, Elena. Merci, Jean-Jacques. Et j'espère que tu passeras une bonne soirée. Je passe déjà une bonne soirée. En tout cas, on continue toujours sur Domoulag avec DJ NKJ qui est encore là. Et à vous les studios. Allô. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que Oui, j'entends très bien. Vous entendez très bien? Oui.
Toi aussi? Ouais. Vous aussi? Tout va bien, tout va bien. Ok. Et c'est bon avec les micros, comme la distance? Parfaitement, Okay. on est très bien. Okay. Donc ce soir, pour terminer, on a le plaisir de... Rappelez-moi, vous vous appelez Stéphanie Peter, et donc vous êtes directrice du Goethe Institute. C'est ça. Pour celles et ceux qui ne connaissent peut-être pas ce qu'est le Goethe Institute, moi je sais ce que c'est, mais comment vous expliqueriez ce qu'est le Goethe Institute ici au Sénégal? Ouais. Le Goethe Institut, c'est une association allemande qui existe depuis assez longtemps. Et notre but au Sénégal, par exemple, c'est d'offrir des cours de langue allemande et aussi de soutenir les liaisons sénégalais-allemandes dans la culture contemporaine. Et nous avons aussi des bibliothèques avec des livres en langue allemande, avec la littérature contemporaine, aussi des livres électroniques. C'est une possibilité d'offrir une image d'Allemagne contemporaine avec les informations, médias, etc. Donc ça passe aussi par et avant tout par la culture. Oui. Ouais. C'est vrai que ce soir on est sur un toit où il y a de la musique électronique. Vous, il me semble que vous venez de Berlin, si j'ai bien compris. Oui. On connaît cette ville. Moi j'y ai été quelques fois, j'aime beaucoup Berlin. Et on connaît Berlin aussi pour l'impact qu'elle a eu dans cette musique alternative électronique. Quel pont vous pouvez faire aujourd'hui entre la scène sénégalaise musicale et la scène allemande musicale? Oui. Au Sénégal, j'ai vu et je vois toujours beaucoup et j'écoute beaucoup de la musique très très bien. Il y a beaucoup de talents ici dans le pays. Il y a beaucoup des musiciens qui ne sont pas très connus. Et on peut découvrir beaucoup ici. C'est aussi beaucoup de la musique plus traditionnelle. Le genre électronique est pas trop, c'est populaire, mais c'est pas, il n'y a pas une avant-garde très très grand ici dans la musique électronique. Donc je pense qu'on peut inspirer la musique allemande et vice-versa. Oui, parce pour moi, c'est vrai que de ma petite expérience en Allemagne, je vois vraiment la musique allemande, la musique électronique comme un espace de résistance, presque un écosystème très avant-gardiste. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des liens qui se tissent quand vous êtes ici? Je ne sais pas, ça fait combien de temps que vous dirigez le Goethe Institute? Un an maintenant à Dakar. Avant, j'étais à Athènes. Avant, j'étais en Russie. Je travaille pour le Goethe longtemps déjà, mais la musique électronique, c'est aussi un genre très urbain. Et à Berlin, toute la scène et le mouvement de techno, c'était aussi en connexion avec une question d'espace. Qu'est-ce que c'est la ville, qu'est-ce que c'est les grandes villes et les espaces qui sont libres. C'est ça, moi, c'est vraiment cette notion de liberté qui m'apparaît. Oui. Ici, c'est peut-être pas exactement la même question. Je ne sais pas pourquoi l'électro est pas trop populaire ou seulement dans les réseaux très très spécialisés. Pourtant, on la retrouve dans toutes les musiques. Et on pense à l'Afrique anglophone, on pense au Rema, il y a quand même une scène qui existe malgré tout. Vous, avec le Goethe, comment concrètement vous accompagnez les artistes sénégalais? Nous sommes très ouverts de donner une scène pour les musiciens d'ici, pour donner, quand notre nouveau bâtiment serait fini, donner une scène, une infrastructure
qui est là pour inviter des artistes ici. Mais nous avons aussi des possibilités de faire la connexion, d'inviter des artistes sénégalais pour faire quelque chose en Allemagne et être découvrir là. Et c'est vrai que moi j'entends beaucoup, c'est pas qu'au Sénégal, j'entends souvent des liens qui se font où beaucoup d'artistes, qui soient dans le cinéma, la musique, etc., souvent sont invités en Allemagne. Oui. Je vois vraiment qu'il y a un pont qui se crée aussi de ce côté-là. Et moi c'est vrai que je ne connais pas bien l'Allemagne, mais je vois qu'il y a quand même deux regards qui se posent et il y a des échanges qui se font. Oui, c'est très bien, mais ça va être plus que maintenant, il faut intensifier ça un peu et aussi créer des possibilités pour les artistes ici d'avoir une performance pas dans un festival spécialisé en Afrique, mais dans un grand festival électronique qui est pour tout le monde. Ça, je pense que ça, c'est mieux pour être par exemple, du festival CTM Berlin ou des autres festivals électroniques comme Unsound, qui est un festival en Pologne, mais c'est pas important maintenant, de faire des échanges plus avec la scène électronique avant-garde, qui est plus globale. Et vous, aujourd'hui, quand vous regardez la scène artistique sénégalaise, qu'est-ce qu'elle vous inspire ? Oh, c'est beaucoup de choses. Il y a beaucoup de super voix ici, très belles voix, des voix dans la musique traditionnelle, le mbala. C'est aussi un genre qui, moi, j'ai pas connu très bien avant. Et maintenant, je suis en train de découvrir aussi le mbala et les aspects sociaux de la musique mbala. Mais aussi les initiatives comme le maquis électronique avec des femmes DJ, des DJ et c'est drôle parce que toutes ces femmes-là me disaient qu'elles ont eu la chance aussi de pouvoir voyager. Elles me parlaient tout de suite de l'Allemagne comme vraiment un endroit qui les a marquées dans leur carrière en fait. Parce qu'ici, il manque un peu les femmes dans la musique, comme dans les autres secteurs culturels aussi, mais dans la musique électronique, je pense que c'est très important de soutenir des talents féminins là et ouvrir un nouveau espace pour, comme maintenant ici ou dans les dernières maquis électroniques qui étaient avec des DJ. Donc Dakar, Berlin, finalement deux villes qui peuvent se rapprocher culturellement. Oui, je pense que cette truc électronique, cette chemin de la musique électronique contemporaine, c'est idéal pour connecter les deux villes. Et à Berlin, Dakar n'est pas très connu, pas comme à Paris ou dans les autres villes en France. Je pense qu'il y a quelque chose à faire, à intensifier et découvrir. Et c'est vrai que ce soir je profitais de votre présence pour parler vraiment musique électronique, mais je sais bien que le Goethe Institut ne se limite pas qu'à ça. Il y a plein de projets qui se développent. Moi j'entends aussi parfois des partenariats avec le cinéma, notamment. Donc quelle est la suite pour vous là Pour moi, je ne comprends pas exactement qui est le plus important. Oui, tout à fait. Je pense que maintenant, beaucoup des artistes sont multidisciplinaires. Ils font en même temps la musique, le design et le film. C'est aussi un peu la raison des réseaux sociaux et des médias là. Mais il faut être ouvert et être au courant. Je pense que c'est le plus important. Et pour moi, ici, j'observais qu'on peut inviter de temps en temps un écrivain allemand ou plus de personnes qui
qui ne connaissent pas le Sénégal trop bien et on peut initier des conversations, des dialogues entre les acteurs culturels, entre des artistes. Un dialogue qui est voué à évoluer. En tout cas... Et la danse. Et la danse aussi. La danse, le film et la musique ici, la littérature aussi. Il y a beaucoup des choses très inspirantes et en haut niveau. Je suis très... je suis excitée de travailler ici. Oui. Bon, en tout cas, c'était un plaisir de vous recevoir ici. C'est la chaîne Twitch de Moulac. Pareil, merci pour m'inviter. Merci infiniment. Merci. Et puis on espère vous voir faire de belles choses. Je suis persuadé, je vais regarder ça de près, mais je sais qu'il va y avoir encore beaucoup de belles choses ici avec le Goethe Institut. Merci beaucoup en tout cas. Vraiment merci. À vous. Merci. Il y a eu une coupure de courant, c'est pas grave, ça fait partie du jeu. De toute façon, on vous a prévenu. Si vous suivez un peu la chaîne Twitch, vous savez que c'est des choses qui arrivent ici. Bon, généralement, ça se rétablit très vite, donc ça va. Mais voilà, coupure. Ouais, pile au bon moment. De toute façon, là, c'était la fin. C'était la fin. Vraiment. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire pour la fin ? Le mot de la fin. Le mot de la fin, c'est que globalement, la journée était très intéressante. On a rencontré beaucoup de gens, tous les acteurs culturels qui sont ici généralement à Dakar. Et plus ou moins un peu dans cet événement que Camille a organisé, vous avez, comme vous l'avez pu le voir, un peu entre les DJ, des gens qui sont dans l'événementiel culturel de Dakar. Ah, c'était très cool, hein. Oui, c'était... Ah, ouais. Bon, voilà, l'électricité est revenue, let's go. Mais bon, le stream s'arrête ici. Le stream s'arrête ici. Et globalement, c'est un peu pour ça qu'on fait de Moulac, un peu pour que vous puissiez avoir un miroir un peu sur ce qui se passe énormément ici à Dakar, parce qu'il y a une fourmilière de créativité dans ce pays. Et globalement, un peu, j'espère qu'on pourra encore refaire d'autres peu. Comme et ça passe effectivement. Nous on aime bien les cultures avant-gardistes. Ouais. Il y a à boire et à manger parfois dans les trucs avant-gardistes, mais c'est quand même important, ça fait partie des thèmes de Doumoulague. Donc dès qu'on nous a proposé de faire cet exercice-là, on a sauté sur l'occasion, on était trop chaud. Donc voilà, nous on était juste très très contents de pouvoir faire ça, quoi. Non, on était très très contents et tout. Et globalement aussi, je trouve que les gens étaient aussi contents. Bon, ça a repris. Et on était vraiment très contents par rapport à la réception aussi de l'émission aussi, parce que faut savoir aussi, c'est un peu nouveau aussi l'émission qu'on est en train de faire là. Ouais, c'est pas qu'on a improvisé, mais pas loin. Ouais, c'était pas improvisé un peu. À un moment donné, on a un peu paniqué par rapport un peu à certaines logistiques un peu, mais globalement, on a réussi à le faire. Et j'espère que pour les gens qui vont le revoir en diffusion et autres et tout, vous pourrez voir un peu un autre aspect un peu. Ça permet de montrer un peu un autre aspect un peu de l'Afrique un peu. Bah ouais, c'est important. C'est important un peu que les gens voient cet aspect de l'Afrique. Et ici à Dakar où c'est très métissé, vous pouvez voir là il y a un Burkinabé, il y a des Français, il y a des Camerounais comme moi, il y a en fait c'est cet aspect là que l'on veut montrer en avant un peu dans. Donc voilà, et Maki Électronique, on était vraiment contents d'être reçus ce soir sur la petite terrasse, de faire des trucs. On fera des trucs. Tu dis ? Ouais, mot de la fin. Vas-y, Moa qui du coup était à la Real ce soir. Je crois que vous avez tout dit, hein. Qu'est-ce que t'as pensé de la soirée, toi ? Ah ben c'était trop bien, c'était très bien. Et la musique était trop bonne, surtout les transitions, les DJ là. Ouais. Ils sont ouf. Les DJ étaient chauds de fou. Mais quand même, j'ai appris beaucoup de choses par rapport à ces genres de fêtes. C'est la première fois que je viens ici. Espérons qu'il y en aura un autre. Bah, il y en aura d'autres, on fera des trucs comme ça. Peut-être un peu plus organisés,
avec plus de temps déjà pour la prépa et tout, mais c'était quand même super intéressant. Ce genre de live était expérimental, mais ça s'est bien passé quand même. Ça s'est bien passé. Voilà, et on vous remercie pour les 300 followers. Ouais, on est content d'avoir enfin les 300 followers. Et ici, ça charbonne. Genre vraiment, vous imaginez pas comment on donne tout pour cette chaîne. Donc on est content quand on atteint enfin des pics comme ça et tout. Ça paraît rien, mais quand vous avez interagi, merci à ceux qui ont envoyé des messages et tout. Enfin vraiment, merci à vous. Le début est difficile. C'est difficile quand il n'y a pas beaucoup de monde et tout. Donc voilà, grosse force à vous. Merci à tous de nous avoir suivis. C'était hyper cool. Et puis voilà, on va essayer à Domoulag, on va essayer de faire un peu des événements comme ça. C'est le début d'une longue aventure, je l'espère, Inch'Allah, comme on dit ici. Et sur ce, nous, on a trop parlé, c'est bon. Maintenant, il faut profiter de la musique, on va danser un peu. On clôture la soirée, voilà. Je disais, on arrête de parler, Jean-Jacques. Voilà. Nous, on va profiter. On va un peu profiter de la soirée. Merci encore à vous et à plus. Allez, à plus et encore merci. Et c'est pas une coupure de courant qui va nous arrêter, vous inquiétez pas. Allez, ciao!